Bonjour tout le monde, on va commencer. Nos excuses pour ce petit délai de retard. Voilà, comme on l'a dit, il y a du monde, des personnes qui viennent de loin. Donc voilà, il y a du trajet à faire. Donc je me présente pour ceux que je ne connais pas. Je m'appelle Naomi Dakulsi, je suis chargée de mission pour le dispositif Pépite, accompagnée d'Alizée, du coup, qui est alternante au sein du dispositif et qui m'accompagne dans les missions. Ce matin, c'est pas nous qui allons animer, c'est Larissa et Joachena qui ont super bien géré ça et qui se sont chargés de trouver des intervenants et qu'on puisse vous proposer ce thème très intéressant et qui, je pense, vous concerne tous sur l'entrepreneuriat en terre coutumière. Donc voilà, on a des super intervenants, 6, qui viennent vous parler de ce sujet. Avant de commencer, petit rappel, alors je pense que pour certains, ce sera une redite. Est-ce que déjà vous connaissez à main levée le dispositif Pépite ? Vous pouvez me faire à main levée, juste avoir une ordre d'idée. Ok, donc très bien. Tout le monde n'a pas l'info, et ben c'est parfait. Comme ça, vous allez avoir en direct qu'est-ce que c'est que ce dispositif. Si tu peux appuyer sur l'espace, s'il te plaît. Donc une petite vidéo de 2 minutes qui vous explique l'intérêt de rejoindre potentiellement peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, ou autour de vous des personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat. Hey, salut Jen, ça va? Hey, salut! Tu fais quoi là? Oh, je suis en train de réparer un petit truc sur la bécane d'un copain, c'est 3 fois rien. Eh mais t'as l'air super doué, t'as déjà pensé à monter ta boîte? Oh, arrête, j'y connais rien. Et tu connais pas Pépite? Pépite, comme une pépite de chocolat? Ah, ça va, je rigole. C'est quoi ton truc? Alors Pépite, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat en Nouvelle-Calédonie. Pour t'expliquer, c'est un pôle fait pour te permettre en parallèle de tes études de te lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu as eu ton bac et que tu es en BTS, en licence, en master ou plus, et quel que soit ton domaine d'études, lettres, langues, maths, informatique, économie, chimie... Bon, en tout cas, il y a Pépite qui est là pour t'aider à lancer ta boîte et à devenir ton propre patron. Donc, pour t'expliquer, tu peux candidater seul ou en équipe. L'essentiel, c'est d'avoir une idée en lien avec tes études, tes passions, genre pour toi, la moto. Pas mal le tatouage. Ça peut être aussi une envie de reprendre une entreprise ou de créer ton association. Pépite va t'apporter, en dehors de tes cours, des ateliers pour t'aider. Tu auras des tuteurs, tu pourras rencontrer d'autres entrepreneurs et tu pourras avoir accès à une salle tout équipée pour travailler sur ton projet. Les autres avantages de Pépite, c'est de te permettre de remplacer ton stage ou ton projet tutoré par un stage ou un projet dans ta propre entreprise. Et tout ça, c'est gratuit. En plus, cerise sur le gâteau, chaque année, le prix Pépite récompense le meilleur projet. L'an dernier, un étudiant entrepreneur a gagné la somme de 1,5 million. Pas mal pour t'aider à monter ta boîte, non? Ah oui, trop bien! Mais attends, mais moi je suis plus étudiante. Non, mais si t'es jeune diplômé, tu as aussi accès à Pépite. Faudra t'inscrire en D2E, c'est un diplôme d'étudiant entrepreneur qui te permettra de redevenir étudiant pour t'inscrire à Pépite. Et même si tu pars continuer tes études en métropole, on pourra te mettre en relation avec le Pépite de ta région. Car Pépite, c'est valable dans toute la France. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, mais c'est génial! Et il y a plein de jeunes comme nous qui se sont lancés et qui sont aujourd'hui patrons et patronnes de grandes entreprises. J'adore. C'est chaud. Excellent. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est vraiment un dispositif qui est fait pour vous, qui est accessible pendant vos études ou après vos études. Donc c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Si vous avez un projet d'entreprise, on met beaucoup l'accent là-dessus, mais pas que. Ça peut être associatif, ça peut être dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire dans une entreprise qui existe déjà, où vous avez envie de développer un service, un nouveau produit. Et nous, on vous accompagne de A à Z à avoir toutes les compétences pour être autonome. Donc voilà. Si vous êtes intéressés, on répondra avec plaisir à la fin des échanges à toutes ces questions-là. Et là, ce matin, du coup, focus en terre coutumière. Et donc, ces événements, ils sont possibles grâce à nos nombreux partenaires qui soutiennent le dispositif et qui font que, on a les financements pour pouvoir vous accompagner et avoir depuis 7 ans des promotions Pépites en Nouvelle-Calédonie. Donc, merci. Je passe la parole à Joachena qui va animer. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, parce qu'elles ont fait un super travail, les filles, avec Larissa. Et merci encore une fois aux invités qui sont aussi présents ce matin de leur disponibilité pour parler de leur parcours et qui sauront vous inspirer. Et c'est aussi la parole aux pépites. Voilà, je vous laisse déterminer qui commence. Pour les présentations des projets, alors on a combien de pépites devant? Déjà, Bozou Seb, bienvenue à vous en Amphi 80 et pour cette conférence, ce café sans filtre sur entreprendre en terre coutumière. Mais on va enchaîner avec les projets
de nos super pépites, la promotion 2025. Et ben vous savez quoi, vous allez tous venir en même temps. Allez, bah oui, vous allez présenter ensemble vos projets. Donc ici, vous allez avoir en fait la promotion 2025. Moi, j'ai fait partie de la promotion 2021-2022. Et j'ai fait le parcours pépite, donc étudiant entrepreneur, ensuite D2E. Et j'ai monté en février 2024 mon entreprise Melloufa. Et en fait, je propose des éponges végétales, une alternative aux éponges synthétiques. Je ne sais pas si vous m'avez vu sur les réseaux et tout. Ah, j'ai vu, il y a des hochements de tête. Ah oui, tu m'as vu sur les réseaux et tout? Ah oui? Quand? Ah oui. Ah, mais vous êtes des habitués de la salle de l'Amphi 80, en fait. Bon, bah, c'est top. Bon, allez, on commence avec Flo. Je t'en prie. Moi, je m'appelle Flore Pagoubanéot, je suis en 3e année de licence économie-gestion. Et du coup, mon projet, c'est de créer un circuit touristique dans tout l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, et particulièrement le Nord. Merci, Flo. Bonjour à tous, moi c'est Zaki Ounin. Je suis actuellement en licence informatique à l'UNC et mon projet c'est de la revente de mobilier d'occasion. Merci. Je vais vous mettre au milieu, en fait, n'ayez pas peur. Oui, c'est pas la première fois. Bonjour, moi c'est Manon, j'ai un bac +3 en marketing international et là je suis actuellement en master management et administration des entreprises à l'IAE de la Nouvelle-Calédonie. Et moi mon projet c'est juste de faire un food truck de corn dog aux saveurs du monde entier pour que les gens qui n'ont pas la possibilité de voyager puissent voyager gustativement, en tout cas grâce à ça. Voilà, merci. Bonjour, moi c'est Timothée, je suis étudiant en première année de master MIAGE à l'université, donc informatique et gestion, MIAGE. Mon projet c'est la création d'une application qui centralise les cartes de fidélité de vous, des clients, pour avoir toutes vos cartes sur une même application et en même temps vous mettre en relation avec des bons plans, des promotions, etc. dans nos commerces partenaires. Merci. Bonjour à tous, je me présente Reniat Jrems, je suis en BTS technico-commercial et je suis actuellement dans la promotion 2025. J'ai pour projet sur l'IFO un magasin d'épices détachées. Merci. Bonjour, donc moi j'anime aujourd'hui, je suis aussi avec la promotion 2025 donc dans le dispositif Pépite et moi mon projet c'est de mettre en place un snack proche de l'aviation à OVA parce qu'on n'en a pas et aussi pour valoriser les produits locaux. Voilà. Et enfin Clément. C'est vrai Clément. Je me présente aussi. Ouais. Bonjour à tous, je ne pensais pas que je devais me présenter. Moi je me présente, je m'appelle Clément, donc j'ai 32 ans, je suis un ancien membre de Pépite dans promotion 2022. Moi j'ai repris mes études à 29 ans. Et au cours de ma reprise d'études, j'ai décidé d'entreprendre avec Pépite pour justement créer mon entreprise. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis entrepreneur grâce à ce dispositif. Donc j'ai créé l'entreprise Rhétorique, peut-être que certains connaissent sur les réseaux sociaux. Donc c'est une entreprise qui accompagne tous ceux qui le désirent à mieux s'exprimer à l'oral, puisque voilà, c'est l'objectif de mon entreprise. Et aussi j'accompagne certaines personnalités publiques et institutionnelles de notre pays dans cet exercice aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon super, merci les pépites, pardon. Donc vous pouvez les applaudir parce que c'est pas évident de prendre la parole devant un public. Et c'est vrai qu'au sein de Pépite, il y a un réel accompagnement, surtout dans la prise de parole. Là, comme vous pouvez me voir, je suis assez à l'aise. J'ai l'air à l'aise, mais en fait, à l'intérieur, je tremble comme une feuille. Mais en fait, au sein de Pépite, j'ai appris à prendre la parole en public. Et donc, c'est un exercice qui n'est pas facile, mais on apprend, on s'exerce. Et aujourd'hui, je me retrouve avec Larissa à animer le dernier Café sans filtre de l'année et le thème « Entreprendre en terre coutumière ». Donc, j'invite nos intervenants à s'installer devant. Donc, Janaï Tokotoko, Jacinthe Kaïchou, Claire Nepo-Rose, Paul Nekoeng, Lucie Goé, Louis Waya. Donc, on peut les applaudir très fort parce que
deux des intervenants sont quand même descendus du Nord, de Naketi, c'est ça? Donc ce qu'on peut faire, c'est de vous présenter un à un. Donc on va commencer par Louis Boya, qui, si je ne me trompe pas, juriste, chargé de mission au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et anciennement directeur de la DGRAC. Donc il va nous expliquer rapidement quelques mots. Alors bonjour tout le monde, donc ravi d'être là. Donc moi c'est Louis Boya, je suis un petit peu habitué de cet amphi parce que j'interviens également ici dans le cadre du DU de droit coutumier. Mon parcours rapidement, donc moi j'étais à l'époque frigoriste, donc vous savez, ça n'a rien à voir, frigoriste et juriste. Donc j'ai repris mes études dans le cadre du programme 400 cadres à l'époque, et donc j'ai fait un master de droit public, droit privé, avec une spécialisation dans le droit des collectivités territoriales. Donc à mon retour, j'étais juriste à la DRH, ensuite chargé de mission au secrétariat général, avant de prendre la direction des affaires coutumières pendant 10 ans. Et depuis 2023, donc, j'ai été chargé de mission auprès de l'ancien gouvernement, donc président Mapou, pour le chemin du pardon. Vous en avez certainement entendu parler. Donc voilà, et tout à l'heure, je vous présenterai rapidement ce qu'est le droit coutumier, puisque la thématique d'aujourd'hui, c'est les interventions des entrepreneurs sur terre coutumière. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Claire Neporo-Zegua, donc je suis de l'ère Andiaro, commune de Wawilou, tribu de Waray, district de Waray, tribu de Nearia. Je suis assise et mariée coutumièrement dans l'ère Otmawap, dans le clan Goua. Je suis entrepreneur depuis 2017, donc j'interviens sur l'ensemble du territoire et je suis implantée à Koné et avec 2 centres, un sur la commune de Wailou et un basé avec ma collègue qui est juste à côté. Ma vision, c'est d'accompagner toute personne à acquérir des outils. Donc, je suis RH de profession. Donc, j'ai un centre de formation avec 20 ans d'expérience professionnelle. J'ai aussi bien travaillé dans le secteur public, privé et entrepreneur du coup depuis 2017. Donc j'espère pouvoir apporter des éclairages à ceux et celles qui souhaitent entreprendre sur terre coutumière, voir les forces, les faiblesses aussi, et arriver à trouver la manière de transformer justement certaines faiblesses en force. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc moi je me présente, Jacinthe Kaïchou. Donc moi j'ai vu le jour ici en pays d'Oubéa. Je suis adoptée à Thio, dans l'air Ranatu, et je suis mariée à Naketi. Maintenant ça va faire 7 ans que j'ai créé mon activité, gestion et suivi pour Kanaki, où je fais de l'accompagnement d'entreprises, d'associations et de personnes physiques dans le cadre de démarches administratives. Et moi, on va dire que ce qui m'a donné l'envie d'être entrepreneur, c'est parce que j'ai aussi un entourage qui est très dans ce domaine-là depuis plus de 40 ans. Mes parents, mon entourage, donc on a toujours eu cette vision d'arriver à entreprendre parce qu'il faut développer son espace là où tu vis, il faut développer aussi les personnes avec qui tu vis et créer de l'économie par toi-même là où tu vis. Donc ça, c'est un point important dans notre ancrage depuis qu'on est tout petit. Et en parallèle à ça, je suis aussi vice-présidente de l'association des entrepreneurs Kanak, qu'on a créée il y a 6 ans maintenant. Et j'ai aussi d'autres casquettes en tant que gérante de société de transport sur Thio. Je suis aussi gérante d'une société de participation dans les mines aussi sur Thio. Donc on est vraiment sur un domaine d'activité où on est au cœur de tout ce qui est évolution sur terre coutumière, avec toutes les prérogatives que ça comprend, les avantages, les inconvénients. Et encore plus nous en tant que femmes, parce qu'on est femmes mariées aussi, donc on a aussi des obligations de là où on vient et là où on est assis, depuis qu'on est en couple, depuis qu'on est mariés. Et aussi parallèlement à ça, on a aussi toutes les 2 4 enfants, donc on est aussi très impliqués dans la vie de ce qu'on fait avec nos enfants. Et je pense que c'est là où, aujourd'hui, suite à l'appel des PPTNC, nous, on a pris la journée d'aujourd'hui pour venir faire ça. Parce qu'on se dit que c'est important. Il y a certains d'entre vous que j'ai déjà rencontrés avec votre prof.
Donc, c'est toujours avec grand plaisir de venir parler de ça parce qu'on n'est pas assez mis en lumière. Il y a aussi peut-être un manque d'informations sur ce qui se développe réellement sur terre coutumière et aussi les choses qu'on peut entendre de part et ailleurs par rapport aux actualités et à tout ce qui peut nous entourer aujourd'hui. Donc, c'est avec beaucoup de respect et d'humilité que nous, on va venir parler de ce qu'on fait et de ce qu'on apporte là où on est. Voilà, merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Ghislain Alozio, je suis originaire de l'RDI. Donc au niveau de l'entrepreneuriat de terre coutumière, nous ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'on est déjà dedans. Je suis membre de la Startup IAI et fondateur de la Startup IAI. Donc nous on est plus spécialisé dans le cadastre. Et justement les débats, justement il parlait des impératifs, de l'historique de chaque terre. Donc nous on est aussi dans le débat avec tous nos vues, pour justement voir comment on va stabiliser les terres, comment on va le cadastrer, pour permettre justement à une économie de s'installer tranquillement. Parce que vous avez vu, depuis 40 ans, la problématique 2 fois qui revient à chaque fois. On en revient toujours sur justement l'entrepreneur. Donc nous, on a entrepris en vous offrant les services du numérique pour cadastrer les terres, pour stabiliser un peu tout ce travail des terres. Voilà, je suis membre et fondateur de cette start-up. Voilà, merci bien. Bonjour à tous, moi c'est Janae Tokotoko, donc je suis aussi membre et fondateur de la Startup IAI, chercheur ici en IA générative, donc on travaille sur des données plutôt linguistiques, et puis pour générer, comme ce que vous voyez, des prompts qui vous retournent en fait de l'information textuelle un peu structurée, quoi. Donc c'est à partir des langues. J'ai fait une thèse ici sur l'analyse des données environnementales, donc appliquée à la filière crevetticole. Et puis on a monté cette boîte justement pour croiser en fait tout ce qui est technologie moderne comme blockchain avec, on va dire, l'organisation sociale kanak, du moins la logique structurelle de cette organisation, de pouvoir intégrer un système d'information, c'est-à-dire un système informatique à l'intérieur qui puisse faire communiquer cette organisation avec des organisations extérieures, même en interne, local ou avec des organisations extérieures. Voilà. Merci. Olé. Bonjour, moi je m'appelle Paul Nekweng, donc je suis ici pour présenter Ouma la Casumiel, parce que je suis le fondateur. Moi Daniel Ati, mais je pense qu'elle va venir courant de la conférence. Moi je ne resterai pas longtemps, hein, parce que à 9h, je suis content que voilà, il y a Manon qui est là, qui est à l'IAE. Moi j'enseigne l'entrepreneuriat là-bas à l'IAE. Ouais. Et au niveau de l'entrepreneuriat, moi depuis 2009, j'ai créé des bureaux d'études au niveau de l'ingénierie, au niveau du réseau, au niveau des infrastructures. Aujourd'hui, j'accompagne aussi les entreprises parce que j'ai des bureaux de consulting et on a créé la Casumiel. Donc l'entrepreneuriat en terre coutumière, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on y travaille beaucoup. Ça peut être une opportunité de travailler dans les terres coutumières, mais ça peut être aussi des menaces, parce qu'il y a des choses à régler au niveau des... je crois que Louis connaît bien un peu le problème, quoi, au niveau du... Quand on commence à parler d'argent, ça dérange aussi d'autres personnes. Donc voilà. Moi, je vais présenter tout à l'heure au niveau de notre projet, mais bon, je suis désolé de ne pas rester jusqu'à 10h. Merci beaucoup. Olé. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Lucie Gouet. Je suis la directrice de la direction de la gestion, de la réglementation des affaires coutumières du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, communément appelée aussi la direction des affaires coutumières. Donc, avec Louis, qui était mon prédécesseur justement au niveau de cette direction, aujourd'hui, on vous présentera les missions de la direction et puis on fera un petit topo aussi sur le droit coutumier et les règles du moins qui sont en vigueur sur foncier coutumier. Et pour la thématique qui est abordée aujourd'hui, notamment le développement économique sur terre coutumière. Donc, comme mon collègue, je ne pourrai malheureusement pas rester jusqu'à la fin de cette réunion parce que j'ai des impératifs. Voilà, j'ai une réunion qui est prévue à 9h30 en l'occurrence.
Mais c'est avec plaisir, en tout cas, que je suis présente avec Monsieur Waya pour vous présenter la direction, ses missions, et puis éventuellement, par la suite, Monsieur Waya, si je dois partir, répondra à vos interrogations. Voilà. Je vous remercie. Donc, je voudrais remercier nos intervenants d'être là aujourd'hui. Et nous allons ensuite essayer de comprendre ce que sont les terres coutumières. Donc, on va définir un peu ce que c'est. Et c'est avec Monsieur Louis Waya et Madame Lucie Goué que nous allons découvrir cela. Donc, qu'est-ce que les terres coutumières? Comment s'organisent-elles? Quelle est sa spécificité et quelle est l'importance de la coutume au niveau du cadre relationnel? Donc, on va laisser la parole à Louis Waya, qui nous a préparé une petite introduction au droit coutumier. Ça va nous permettre de poser le cadre, on va dire le contexte sur les terres coutumières. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de comprendre par la suite les différents parcours des entrepreneurs qui sont là et leurs projets en terres coutumières. Donc, vous aurez un petit cours en introduction de droit coutumier. Donc, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Ok, super. Pardon. Alors, donc l'introduction de... On dispose de combien de temps? Une dizaine de minutes? 10 minutes top chrono. Wow. Alors, donc, on va essayer de faire ça rapidement. Donc, on va vous expliquer le droit coutumier, mais rapidement, parce que c'est 80 heures de cours ici. Donc, vous voyez, en 10 minutes, ça va être compliqué. Mais là où on veut juste insister, donc là, c'est l'organisation sociale kanak. Donc, ce que vous voyez là, c'est donc schématisé pour celles et ceux qui ne savent pas. Donc, sur l'ensemble des aires coutumières, vous en avez 8 aires coutumières et vous avez 54 districts. Au milieu, c'est le grand chef, donc c'est le grand chef d'un district. Ensuite, les cases moyennes, ça, ce sont les chefferies, les tribus, qu'on appelle les tribus. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tribu, c'est une création coloniale. Mais les Kanaks se sont appropriés, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens de la tribu, moi je suis de la tribu de Limite, je suis fier de dire que je suis de la tribu de Limite, mais c'est bien de savoir que c'est une création coloniale auquel les Kanaks se sont appropriés. Juste un mot, et puis après je passe la parole aussi à Lucie. La tribu, comme c'est une création coloniale, donc comme c'est son bébé, ils ont donné tout de suite la personnalité morale. Certainement, vous avez entendu ça dans vos cours. Mais il y a une personnalité morale qui sera reconnue 150 ans plus tard, qui existe, et c'est autour de la case moyenne. Donc c'est ici, là. Ces cases-là, ça, ce sont les clans. Voilà. Mais les clans, comme c'est pas une création coloniale, donc c'est plus tard, c'est avec Régis Lafargue, un juriste, c'est lui qui a reconnu que, en fait, il a la personnalité morale. Mais vous voyez, on a dû attendre 150 ans. Donc, ce que vous devez retenir là, dernière chose que je veux dire, et je passe la parole à Lucie, ce que vous devez retenir, c'est que vous voyez l'organisation sociale kanak, elle est circulaire, d'accord? Et elle est relationnelle. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses qui cassent les relations, qui cassent la cohésion. Mais dans la société kanak, c'est la relation. Voilà. Et je dirais même que c'est tellement fort que même avec l'administration coloniale, ça pas dans certaines, je vais vous citer une tribu, la tribu de Guapin, donc du côté de Adjeu, ils font partie de la commune de Poya. Donc Air Adjeu. Mais quand vous discutez avec les autorités coutumières, ils nous disent, ben voyez, quand il y a eu la mise en place de la commune à l'époque de la colonisation, donc du coup, on fait partie de la commune de Poya, aire coutumière de Adjeu. Mais nous, nos relations coutumières, ça n'a jamais changé. On a des relations coutumières avec les gens de Ponériouin, donc l'aire Pachi. Et il me dit comme ça, ben, de Guapin, tu prends ton 4x4 et tu es à 15 minutes de l'autre côté. Donc c'est pour dire que même ça, même l'administration coloniale n'a pas détruit ça. Bon, il a détruit autre chose, mais en tout cas, voilà, c'est juste, j'insiste surtout sur le côté relationnel, sur le côté circulaire de l'organisation sociale kanak. Vas-y.
Je pense que M. Waya a bien résumé l'organisation sociale Kanak. Donc, bien garder à l'esprit qu'on a la grande chefferie, donc avec le grand chef. Ensuite, on a donc les tribus composées de l'ensemble des familles et regroupées au niveau des clans. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la DGRAC, en l'occurrence, les grands chefs et les chefs de tribus sont désignés effectivement par les autorités coutumières concernées, les familles concernées, mais leur désignation est formalisée par ce qu'on appelle un acte coutumier. Voilà. Donc, un acte coutumier, c'est un document qui a une valeur authentique, donc c'est un document juridique et qui est dressé par des agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie qu'on appelle les officiers publics coutumiers. Voilà. Alors, donc du coup, qu'est-ce que la coutume? Rapidement, hein, la coutume, parce que c'est... vous avez un des grands rédacteurs du Code civil qui s'appelle Portalis, donc vous voyez, c'est pas un grand chef de Marais ni d'UVA, et qui a dit que la coutume, c'est le droit commun des peuples sans loi écrite. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas rien la coutume. Voilà. Et si on doit transposer ça dans le cadre des peuples autochtones, on peut dire que la coutume, c'est le droit commun des peuples autochtones. Voilà. Juste un mot, parce que on n'a que 10 minutes. Vous avez dans l'organisation sociale dont on a parlé tout à l'heure avec Lucie, vous avez 3 niveaux de régulation de la société kanak. Vous avez des règles non écrites. Vous avez des règles écrites qui renvoient aux us et coutumes. Tout à l'heure, quand on va voir les actes coutumiers, il y a des règles maintenant qui sont écrites, mais qui renvoient aux us et coutumes. Pourquoi ils renvoient aux us et coutumes? Parce que les us et coutumes de l'ère Pachi, c'est pas pareil que les us et coutumes de l'ère Nengone, par exemple. D'accord? Ensuite, vous avez des règles écrites qui concernent notamment des règles de procédure dont Lucie parlera tout à l'heure. C'est sur les actes coutumiers. Et ça vous intéresse plus particulièrement pour les projets en terre coutumière. Voilà. Qu'est-ce que le droit coutumier? Le droit coutumier, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la coutume, c'est un droit institutionnel. Voilà. C'est un droit jurisprudentiel parce qu'il y a beaucoup de décisions du juge qui font partie maintenant du droit coutumier. D'accord? Ensuite, il est à la croisée du droit écrit et de la coutume. Et c'est pour ça qu'on a cité la parole de Portalis. Juste un mot pour que vous compreniez, parce que tout à l'heure, Paul a parlé des problématiques en terre coutumière. Ce qu'il faut savoir, c'est que le droit écrit, ou peut-être que vous l'avez appris, le droit écrit, c'est un droit inspiré du droit romain ou du droit canonique dans les années 1400. Et ce droit écrit a été une arme de la colonisation, en quelque sorte, pour tuer les savoirs coutumiers. Il y a un entrepreneur portugais, Boaventura, qui a parlé d'épistémicide. Donc ça veut dire que ça tuait les savoirs coutumiers. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Par exemple, le DU de droit coutumier, ça a été mis en place en 2023. Donc vous voyez qu'en 2021, donc ça remonte il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'une décision coutumière? Donc je vais laisser Lucie, puisque c'est un lien avec les actes coutumiers. Alors la décision coutumière, donc c'est bien évidemment une décision collective qui est prise à l'issue d'un palabre coutumier, c'est-à-dire d'une discussion coutumière entre les familles concernées avec les autorités coutumières concernées, et en l'occurrence qui se tient sous leur responsabilité, soit donc du chef de clan, du chef de tribu ou du président du conseil des chefs de clan. Alors ça, on va dire que c'est les autorités coutumières de principe, parce que c'est vrai que sur certaines aires coutumières, il y a des spécificités. Et pardon ? Oui, et des spécificités. Donc souvent, on va faire intervenir d'autres autorités coutumières en plus de celles-ci, et qui ne sont pas enregistrées dans ce qu'on appelle le registre des autorités coutumières, qui est tenu par les conseils coutumiers. Donc les conseils coutumiers sont présents au niveau des 8 aires coutumières. Voilà. C'est des institutions qui sont prévues par la loi organique, l'article 2 en l'occurrence de la loi organique. Et ces autorités coutumières, c'est donc à l'issue de la discussion coutumière, ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est qu'il y a l'intervention d'un acte coutumier qui va venir formaliser juridiquement cette décision coutumière.
en lien avec les autorités coutumières et les personnes concernées. Et donc cette décision, c'est cette transcription-là et qui est opérée par un agent assermenté de la Nouvelle-Calédonie, en l'occurrence l'officier public coutumier. Au jour d'aujourd'hui, l'effectif à effectif plein, ils sont 16. Donc ils sont répartis inégalement sur l'ensemble des aires coutumières. Donc à titre d'exemple, à Lifou, à Djiou, on va en trouver 2. Sur Haute-Mawap, toute la région Haute-Mawap, on va en trouver 3. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a effectif restreint. On est à 2 sur Haute-Mawap. Donc ce sont ces agents qui transcrivent la décision coutumière. Donc par le biais d'un acte coutumier. Donc c'est un acte authentique au même titre que les actes qui sont dressés par les notaires aujourd'hui. Donc il revêt cette valeur authentique. Donc ça c'est la loi du pays sur les actes coutumiers. C'est une loi du pays de 2007, notamment dans des matières précises. Donc en l'occurrence sur le foncier coutumier quand ça concerne les terres coutumières et l'état civil coutumier. En dehors de ces domaines, il s'agit d'un acte simple, donc il n'aura pas la même valeur forte, en l'occurrence d'acte authentique. Voilà. Alors, juste un mot. Vous avez les statuts civils coutumiers. Est-ce que vous savez combien il y a de statuts civils en Calédonie? Non? Il y en a 3. Il y a le statut civil coutumier qui concerne les Kanaks, mais vous avez aussi des Kanaks qui sont de droit commun. Ensuite, vous avez le statut de droit commun et vous avez un statut qu'on oublie souvent, c'est le statut civil particulier qui concerne la communauté wallisienne et futunienne. Voilà. Alors, les terres coutumières, donc ça c'est... Alors, vous voyez, il y a un article de la loi organique donc de 99 issu de l'accord de Nouméa, mais vous avez aussi un arrêté gubernatorial, c'est-à-dire que ce n'est pas la loi organique qui a inventé que les terres coutumières auront ces 4 caractéristiques, donc inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables. D'accord ? Il y avait déjà eu un arrêté à l'époque de la colonisation, puisque ça date de 1868. Voilà. Je vais enchaîner ensuite sur ça, puisque là, il nous reste 2 points à parler, et puis on en aura fini. Du service des affaires indigènes, je vais en parler, et Lucie parlera de la DGRAC, la Direction de la gestion et réglementation des affaires coutumières. On a mis du service des affaires indigènes à la direction de la réglementation des affaires coutumières. C'est pour dire que l'administration des affaires coutumières n'a pas commencé avec la DGRAC. Ça a commencé déjà dans l'administration coloniale. C'était pour au temps de la colonisation, c'était encore restreint puisque c'était l'administration de l'état civil. Voilà. Mais vous voyez que ça date de 1859. Donc vous avez des textes sur ça. Et du service des affaires indigènes à la direction de la réglementation des affaires coutumières, donc vous calculez 2010 moins 1859, donc ça fait beaucoup de temps, donc ça veut dire qu'il y a eu une lente reconnaissance politique, juridique, institutionnelle et administrative de la coutume. Et on n'en a pas fini. Voilà. Donc je vais laisser Lucie parler rapidement de la DGRAC, et puis après on finit avec les dispositifs juridiques pour le soutien du développement de terres coutumières. Alors la DGRAC, donc c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une direction du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre des 23, une des directions parmi les 23 directions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc elle a été créée en 2010. Et cette direction, elle est chargée en fait de toutes les compétences, de la coordination et de la mise en œuvre des compétences sur des domaines bien définis, en l'occurrence sur les palabres coutumiers, l'état civil coutumier et le foncier coutumier. Donc j'ai tendance aussi toujours à compléter parce que c'est vrai qu'il y a un domaine qu'on connaît très peu au niveau des affaires coutumières, c'est les successions coutumières. Donc ça, c'est une loi du pays qui a été qui est rentrée en vigueur en 2019. Donc toutes les personnes qui relèvent du statut civil coutumier, gérer leur gestion pour les formalités, elle est gérée par cette direction, la direction de la gestion et de la réglementation des affaires coutumières. Juste pour votre parfaite information, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes situés à l'immeuble Gallieni 2 au centre-ville, donc en face de la CCI, on est au 3e étage. Voilà. Donc ici, vous pourrez venir retirer vos actes de naissance pour les personnes qui relèvent justement de ce statut coutumier, des actes de naissance et venir faire l'ensemble des démarches qui vous concernent en lien avec votre statut civil. Voilà.
Donc on a d'autres programmes d'intervention aussi au niveau de cette direction. Donc on intervient sur le foncier coutumier, sur la partie subventionnement. Donc on subventionne tout ce qui est maisons communes, en l'occurrence construction et rénovation de maisons communes. On a des programmes spécifiques aussi en lien avec les curages des rivières sur terre coutumière, les nettoyages de bords de route. Et on a aussi ce qu'on a mis là, les dispositifs donc en développement, enfin de développement et de soutien en terre coutumière, les ODEP. En l'occurrence, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a qu'une qui a été plus ou moins déterminée, sauf que c'est un dispositif qui est en veille au jour d'aujourd'hui. Voilà. On a le fonds de garantie et donc les GDPL. Donc le fonds de garantie, c'est un dispositif. On a tenu en l'occurrence ce qu'on appelle un comité de gestion. Donc c'est un dispositif qui vient en fait garantir des porteurs de projets sur des développements qui se feraient sur terre coutumière. Ça peut être de l'habitat, ça peut être des projets économiques. Donc on est en plein dedans. Et donc c'est ce fonds-là qui va venir garantir les porteurs de projets en lien avec les prêts qu'ils auront contractés avec les organismes bancaires qui sont affiliés justement à ce dispositif. En l'occurrence, au jour d'aujourd'hui, on en a 5. Donc il y a la Société Générale, la BNP, la BCI, la BNC aussi, et j'ai oublié le 5e. Donc c'est pas un financement, hein, je tiens à le préciser, mais c'est vraiment une garantie. Voilà, c'est la garantie qui est apportée au même titre qu'un organisme bancaire, mais c'est ce fonds-là qui vient assurer la garantie. Si demain le porteur de projet a une problématique sur le paiement de son prêt, ça sera le fonds qui va venir en fait soutenir le porteur de projet le temps qu'il se relève et qu'il puisse reprendre en fait ses traites sur le prêt qu'il a contracté avec l'organisme bancaire. Donc c'est un des dispositifs qui participe justement au développement des projets qui sont mis en place sur terre coutumière. Donc on a ensuite les GDPL, je fais vite parce que je pense qu'on est déjà un peu en dehors du créneau qui nous est réservé. Donc les groupements de droits particuliers locaux. Donc c'est des entités qui ont été mises en place dans les années 1980 et donc ils ont un statut particulier et c'est des entités qui peuvent regrouper des clans, ça peut être polyclanique et qui intervient justement et qui participe justement au développement sur terre coutumière. Donc on a communément on fait le parallèle en fait entre ces entités et puis des sociétés en fait du moins coutumières quand elles interviennent sur foncier coutumier en l'occurrence. Voilà. Je vous remercie. Oui, je finis juste d'une phrase. Donc on a reçu Larissa avec plaisir. Juste pour vous dire que on encourage le développement sur terre coutumière. Il y a une procédure, c'est la loi du pays sur les actes coutumiers. Donc, si vous avez besoin de renseignements, il faut aller voir Madame Goé, donc à sa direction, qui nous explique comment on procède. Mais il ne faut pas, évidemment, ce que disait Paul, qui est parti tout à l'heure, il y a des problématiques. Mais c'est pour ça qu'on s'est attardé, même si on ne s'est pas trop attardé, on vous a expliqué comment dire, on a fait un lien avec la colonisation, parce qu'on rencontre encore ces problématiques aujourd'hui. Voilà. Mais il y a aussi des problèmes humains qu'on rencontre comme partout. C'est pas spécifique aux terres coutumières. Mais c'est pour dire que c'est possible et on encourage le développement. Et c'est pour ça que le gouvernement a créé ces dispositifs dont Lucie vient de vous parler. Voilà. Merci beaucoup. Pardon, j'ai juste une précision. Si vous avez besoin de plus d'informations, il y a le site de la direction qui est disponible, un site internet. Donc vous allez sur Google, vous tapez dgrac.gouv.nc et vous allez tomber sur le site internet où il y a l'ensemble des formalités qui sont expliquées. Vous avez des téléservices aussi, pour ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, pour les demandes d'actes d'état civil coutumier, vous avez la possibilité de faire les demandes en ligne. Voilà. Je vous remercie. Donc du coup, merci. C'est vrai que moi, j'étais venue vous voir par rapport à mon projet, parce que moi, c'est sur des terres coutumières. Donc, grâce à ça, je sais que c'est possible d'entreprendre sur des terres coutumières. Donc, si vous avez des projets, vous avez la réponse devant vous, il y a moyen de faire vos projets sur terres coutumières.
Donc, nous avons donc pu voir ce que sont les terres coutumières, comment s'organiser sur les terres lorsqu'on veut entreprendre. Nous avons donc posé les bases culturelles et juridiques, c'est ça. Maintenant, j'aimerais savoir le public. Selon vous, quelle est la première étape à faire pour la concrétisation d'un projet? Le dossier administratif ou la rencontre coutumière? Que faut-il faire en premier? Alors, est-ce que vous avez une idée un peu? On vous a mis quelques mots, là, ici, donc pour vous aider. Donc, c'est une petite question, et dire, bon, alors devinez par quoi on commence, en général, et ensuite, on va se retourner vers Lucie et Louis pour nous indiquer, on va dire, de manière théorique, les démarches administratives, et ensuite, on va se tourner vers les entrepreneurs pour finalement, la réalité de terrain, c'est quoi? On a commencé par quoi, exactement? Voilà, je vois que ça hausse les sourcils et tout, ça hoche la tête. Les pépites aussi. Hein. Les pépites aussi. Alors, on est là, on est entre nous. Là, vous avez des petits mots-clés, on n'a pas tout mis. Donc, grand chef de district, chef de clan, représentant des familles, des groupes familiaux. Est-ce que c'est monter d'abord son projet en premier, aller discuter, faire son chemin coutumier? Est-ce qu'on commence par l'administratif, le financement? Est-ce qu'on va voir l'officier public coutumier, le clan, etc. T'as une idée, Jérôme? Pour moi, ça a été d'abord parler au sein de ma famille, parler d'abord à mon chef de clan, faire la coutume. Et après, moi et mon père, on a été tirer un dossier en bas au Sotraoué. Et puis on a commencé avec la coutume. On est passé chez les gens, autour d'abord dans ma famille, certains chefs de clan de ma tribu. Et là, on est toujours en train de faire les démarches. Mais voilà, d'abord, on va pour parler aux gens, faire la coutume, puis après faire signer, puis les expliquer qu'est-ce que va apporter ce projet et tout. On était. Donc là, vous avez un exemple de la démarche. Et au niveau administratif, comment ça se passe? Et ensuite, on va se tourner vers les entrepreneurs pour voir vraiment finalement la réalité de terrain. Et puis, comme on a dit, il y a des réalités qui sont propres à chaque endroit et à chaque clan et à chaque organisation en fonction des relations. Donc finalement, administrativement, comment ça se passe? Alors administrativement, c'est vrai qu'on dit administrativement, mais préalable, c'est bien le préalable coutumier. Voilà. Comme on l'a précisé tout à l'heure, il faut en amont une décision coutumière et il faut en amont, quand c'est un projet qui intervient sur foncier coutumier, c'est toujours mieux d'aller voir l'ensemble des autorités coutumières, les familles concernées, en l'occurrence la famille concernée sur le foncier où doit être implanté le projet, pour bien sécuriser en fait le projet pour la suite, en fait le montage et puis sa pérennité dans le temps. Donc, au niveau du volet administratif, donc il faut saisir l'officier public coutumier. Donc, vous avez le listing sur le site internet dont je vous ai précisé l'adresse tout à l'heure, et prendre la tâche donc de l'officier public coutumier concerné. Donc, si c'est par exemple un projet qui est implanté sur l'aire Djoubéa Caponé, donc il faudra prendre la tâche de l'officier public coutumier qui est implanté sur cette aire coutumière. Si c'est Djéou, ça sera Djéou, ainsi de suite sur les 8 aires coutumières. Donc à partir de là, il faut retirer un formulaire, il faut le renseigner. Il faudra prendre la tâche de l'autorité coutumière concernée, en l'occurrence c'est souvent le chef de clan et le chef de tribu parce qu'on intervient sur foncier coutumier. Et donc l'OPC, quand le foncier est limitrophe avec d'autres familles, voilà, il est souvent demandé aussi de faire intervenir les autres chefs de clan limitrophes au foncier où doit être implanté le projet. Et ça, c'est en termes de sécurisation aussi de la démarche. Donc à partir de là, une fois que le dossier est complet, l'OPC va l'instruire, va vérifier les pièces qui sont produites et va convoquer les personnes. Donc pour justement ensemble décider ensemble de la mise en place de l'implantation du projet et qui sera formalisé, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, par un acte coutumier qui a une valeur authentique. Voilà. Et à l'issue de tout ça, donc les démarches en lien peut-être avec des organismes bancaires, avec le fonds de garantie sur terre coutumière, elles peuvent être effectuées. Voilà. Merci.
Voilà, juste pour schématiser, comme ça sera clair dans votre tête, il faut retenir dans ce que Lucie, parce que c'est vrai qu'on a été un peu vite, retenez palabre, retenez décision coutumière et acte coutumier. Palabre, ça c'est la discussion coutumière autour de l'autorité coutumière, vous avez vu tout à l'heure, grand chef, chef, etc., chef de clan. Ensuite, décision coutumière, donc à l'issue de ce palabre, une décision coutumière est prise. Et une fois que la décision coutumière est prise, vous allez voir l'OPC pour établir un acte coutumier. Voilà. Donc vous avez le cheminement. C'est noté? Très bien. Merci. Super. Merci. Donc maintenant que nous avons une idée du déroulement administratif du projet, nous allons inviter les autres intervenants à partager leur expérience. Donc je vais vous laisser vous présenter au fur et à mesure, enfin vous parler de vous. Ouais. Et moi j'ai 3 questions. Donc comment la coutume a-t-elle facilité ou freiné votre projet? Ensuite, économiquement, avez-vous dû négocier, établir des partenariats et comment avez-vous obtenu vos financements? Et quel impact votre projet a-t-il sur la société et quels bénéfices en sont partagés? Voilà. Beaucoup de questions à la questions, Oui, Attends, mais l'idée vraiment ici, c'est que vous puissiez partager. Là, on a vu la première partie, on a contextualisé un peu les choses au niveau juridique, culturel, ce qui se joue en terre coutumière. Ensuite, on a vu un peu les différentes étapes. Qui c'est qui a retenu les 3 étapes? Palabre. Ensuite, décision coutumière. Et l'OPC. L'OPC, c'est qui? C'est quoi OPC? C'est quoi les 3 lettres? Officier public coutumier. Donc vous avez ces 3 étapes et là on vous a fait venir en fait des entrepreneurs pour dire bon bah ok, il y a ces étapes-là, mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Donc Claire, tu peux nous expliquer, donc toi tu as monté, tu es chef d'entreprise et directrice de DCB Formation, donc tu es dans l'accompagnement et la formation. Où est-ce que tu es implanté? Et tu peux nous expliquer quelle a été la première démarche que tu as faite, avec qui tu as discuté et quel a été le cheminement. Là, on va parler des cheminements, ensuite on va parler des défis et ensuite finalement les petits conseils et astuces et encouragements. Alors, je vais commencer par la base. La base de l'identité kanak, c'est notre nom qui va déterminer notre lien à la terre. Et puis l'importance de la parole. Du coup, elle le disait tout à l'heure, Jacinthe, la femme a un rôle. Donc la base, elle est ici. L'avantage que j'ai, je pense, c'est que je peux aussi bien intervenir hors terre coutumière que sur terre coutumière. Donc l'expérience des deux va faire que c'est de l'expérience. Sur terre coutumière, par exemple, j'ai une entreprise qui génère 100 millions à l'année de chiffre d'affaires. Donc c'est pas ce que je gagne réellement, hein. Ça c'est le bénéfice qu'on gagne. Mais un exemple d'entreprise vraiment sur terre coutumière, ça va dépendre de votre projet. Ça, c'est la première chose que j'ai à rappeler, c'est que définir l'entrepreneuriat, entreprendre, c'est le fait de faire quelque chose. Ensuite, on va créer une prestation ou un service pour répondre à des besoins. Les gens auront toujours besoin de manger, les gens auront toujours besoin de se transporter, les gens ont besoin d'un toit sur leur tête, les gens ont besoin d'être en bonne santé. Donc, l'entrepreneuriat, c'est répondre à un besoin qu'on a. Du coup, votre projet peut nécessiter soit du foncier. Donc là, on a vu, vous avez le gros projet qui va nécessiter l'ensemble des acteurs. Là, on a bien vu, il y a une procédure qui est assez cadrée et il y a des acteurs existants. Après, il y a d'autres projets moins lourds. C'est-à-dire qu'il ne va pas nécessiter du foncier. Et là, ce qui va être important pour ma part, c'est vraiment, avant d'aller revoir notre chef de clan ou nos chefs de tribu, ça va déjà être la maison. C'est à la maison que tout se passe. C'est-à-dire, c'est mon papa et mes frères. L'entreprise, elle est décidée d'abord à la maison. Okay. Ensuite, on va aller rencontrer le chef de clan et on va rencontrer ensuite non, enfin, c'était l'ancien, on disait petit chef, mais maintenant c'est chef de tribu, chef des chefs de clan. Du coup, on va aller présenter le projet. Et effectivement, ça, je vais attirer votre attention, c'est important d'expliquer ce que ça va apporter à la communauté.
Pourquoi c'est compliqué, à mon sens, aujourd'hui d'entreprendre sur terre coutumière, c'est que des valeurs plus, on va dire, individualistes viennent choquer la communauté. D'accord? Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans le développement. Vous voyez la complexité qu'on peut avoir, c'est qu'on fait joujou dans deux mondes, entre guillemets, c'est une image que je vous donne. Un coup, on est dans un monde où c'est facile, on est libre, on peut décider par soi-même. Et puis à côté, on a ce deuxième monde-là qui fait partie de qui on est. L'identité kanak, c'est qui je suis. C'est les racines, hein. C'est-à-dire, je vais avoir des rituels, je vais avoir un fonctionnement à respecter. Mais j'ai juste envie de vous dire, il faut être au clair avec votre projet au départ, puis vous avez 26 lettres dans l'alphabet. Si le projet A ne fonctionne pas, vous en avez 25 potentiels autres. D'accord? Et puis on va être dans une méthode des petits pas. Mais un projet sur terre coutumière ne peut pas fonctionner si l'ensemble n'a pas adhéré. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de la frustration, il va y avoir parfois de la colère. Donc c'est important que vous montiez en compétence sur la gestion de vos émotions, parce que vous êtes du changement. Et dès qu'un changement va arriver, ben, qu'est-ce qui se passe? Peur, on a peur du changement, on n'aime pas. Oh là là, ça c'est une menace. Alors qu'au final, va apporter peut-être quelque chose de mieux. Et puis, une autre spécificité de l'identité kanak, c'est que nous, on est gardien d'une certaine harmonie. On est gardien. Quand je vous dis, on est le gardien de cette harmonie. Il va y avoir le soleil, la lune, il va y avoir les minéraux, il va y avoir les végétaux, il va y avoir la mer, il va y avoir la terre. Et en fait, les projets aussi, parfois, doivent prendre en compte cette dimension-là. Voilà ce que moi, j'ai envie de vous apporter, mais c'est possible. C'est possible, sinon, on ne serait pas venu aujourd'hui vous voir. Après, il y a quelques chiffres aussi importants en complément de ce que M. Waya a dit. La Grande Terre, c'est 900 GDPL. Les îles Loyauté, il n'y en a pas de GDPL. Déjà, vous allez avoir deux fonctionnements différents. Sur l'ensemble des chefs de clan, on est sur 3000 chefs de clan à l'échelle de tout le pays. Je vais revenir aux valeurs. C'est important de rester vraiment centré sur la base, hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours rappeler en permanence nos valeurs de manière à ce que l'équité, notre fonctionnement, ben, il va inclure vraiment tout le monde. Aujourd'hui, on a des difficultés, on ne va pas se mentir, mais c'est beaucoup lié à des valeurs individualistes qui viennent dans une société de communauté qui n'a pas forcément l'habitude de ça. Et du coup, on est en train encore, nous, je pense, entrepreneurs que nous sommes, bah, essayer de trouver un certain équilibre dans tout ça. L'équilibre que j'ai envie de vous dire, l'image, c'est qu'il faut allier les deux. Il ne faut pas aller dans l'un ou dans l'autre, parce que c'est comme ça qu'on se perd identitairement. Il faut que j'utilise tout ce développement-là pour préserver mon environnement culturel. Et en fait, là, vous allez avoir une espèce de symbiose. J'ai appelé ça l'harmonie de l'entrepreneuriat en milieu tribal. C'est possible, mais il faut que vous soyez armés au niveau surtout de vos compétences liées à votre savoir-être. La gestion du changement, la gestion de vos émotions, la persévérance, la résilience, c'est des mots, c'est très beau, hein, mais travailler vraiment sur ça consiste en quoi? Et sur différentes cas de figure possibles. Voilà. Et travailler un peu l'ego aussi. Voilà pour ma part. Merci Claire. Très très riche. Alors jusque-là, est-ce que vous avez déjà des petites questions peut-être pour Claire? Donc elle a développé pas mal de choses, pas mal de notions. Elle a expliqué son cheminement à elle. Elle disait que voilà, c'est commencer par la maison, c'est-à-dire les papas, enfin le papa et les frères. Moi, c'est vrai que pour nous, on a commencé comme ça aussi. Larissa, elle pourra témoigner, et il y aura les autres entrepreneurs aussi. Moi, j'ai commencé par en parler à mes parents et à ma fratrie. Et après, ensuite, remonter comme ça à chaque autorité coutumière. Mais c'est vrai que c'est important de communiquer et le fait de développer finalement ses compétences, on va dire, personnelles, développement personnel, ça, moi, je l'ai fait grâce à Pépite, parce qu'il y a un accompagnement 360 degrés. Avant de commencer à travailler sur le projet, on travaille sur soi en tant que porteur de projet, parce que vous portez votre projet. Si vous n'êtes pas suffisamment solide et enraciné là où vous êtes et dans ce que vous êtes, eh ben, le projet, il va être difficilement porté. Donc c'est pour ça la notion de, on travaille d'abord sur soi pour pouvoir être en capacité de porter ce projet, de pouvoir le partager avec la communauté. Des petites questions? Petite question au fond. Est-ce que tu peux parler plus fort et te mettre debout? Attends, j'amène. Oui, alors vous pouvez retrouver sur la draft, en général c'est dans l'ISE et RIDET.
parce que là, les chiffres que je vous ai apportés, c'est sur le site de l'ISE RIDET, parce qu'un GDPL a un numéro de RIDET. Du coup, il est considéré comme une entité, voilà, une entreprise, mais avec un statut très particulier. Oui, vous pouvez les retrouver, l'ensemble des 954, si je ne dis pas de bêtises, sur le site de l'ISE. Voilà. Comment ça s'est passé pour toi? Ben moi, on va dire que c'est mon parcours un peu qui m'a amené à devenir entrepreneur. Comme je disais tout à l'heure, nous, on a baigné un peu dans ça depuis déjà toute petite. Les grands-parents, ils tenaient un gîte à Thio, mais mes parents, moi, un commerce et puis une activité de roulage. Du coup, on a toujours travaillé aussi. On n'a jamais vraiment eu de vacances. Donc, mais on a toujours combiné un peu ce que Claire elle disait, c'est que j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas que ça a été plus facile, mais allier les deux mondes, c'était déjà depuis toute petite. Du coup, on a déjà une facilité à... Ben voilà, on ne met pas un masque quand on va à l'école ou bien quand on est à la maison parce qu'on fait nos choses de la tribu. Mais on a concilié tout ça en gardant aussi un peu la tête sur les épaules, en toute humilité, parce que c'est aussi ça qui permet de rester connecté à ce qu'on fait. Et je pense que nous, sur la partie, ce que j'ai envie de dire par rapport au retour du jeune, par rapport à ce qu'il disait, c'est bien ce qui a été défini tout à l'heure, moi, sur la partie coutumière, c'est que on a fait une tournée là avec Claire sur tout ce qui était naviguer en conscience, un module qu'elle a créé et que nous, on a co-animé avec elle. On a fait toute la province Nord. Et sur cet atelier-là, on a parlé de ce qu'on sait faire. Donc, l'entrepreneuriat, c'est notre... Donc, on a évoqué un peu tous ces aspects-là de business, de monter des projets. Et ce qui est intéressant, c'est que on remarque aussi que sur certaines aires, automatiquement, ils vont avoir l'aspect petit chef et chef de clan à consulter. Sur d'autres aires, ce n'est pas forcément des automatismes. Je vais vous parler de moi parce que nous, on vient d'une commune, d'une côte très minière. On a été beaucoup impacté par la colonisation aussi. Donc, on n'a pas ces mêmes réflexes-là. Et en fait, le fait d'avoir fait le tour cette année, puisque ça, c'était juin, juillet, les communes de l'extrême nord, toute la région Haute-Mawab, sur une partie des régions Païti, eux, ils ont toujours ces automatismes-là, comme les gens des îles, Yaï, Djéou, Nengone. On a passé une semaine à Nengone là, en formation aussi sur l'entrepreneuriat, avec 15 jeunes, avec des projets très, très, très intéressants. Et c'est là aussi où nous, moi, dans le cadre de ce qu'on porte aussi avec l'Association des entrepreneurs Kanak, on a aussi notre Bible à écrire, j'ai envie de dire. Les prémices, en fait, de l'entrepreneuriat réellement, avec ce qu'on est dans la conjoncture dans laquelle on est encore plus actuellement. Parce qu'il faut que, comme Claire l'a dit, il faut être assis, il faut solidifier ses compétences, parce que nous, on est beaucoup axé aussi sur les compétences. Il y a celles que tu as, celles que tu peux développer, celles que tu développes dans le cadre. Dès que tu es dans l'entrepreneuriat, j'ai fait 2 jours, là, lundi, mardi à Thio. Thio aussi a été beaucoup impacté avec les émeutes. Thio, jusqu'à il y a encore 6 mois, c'était quasiment une ville morte. Là, il y a un nouveau souffle qui répond parce que les gens, ils ont envie d'avoir un nouvel élan. Donc la commune aussi a demandé des modules comme on a fait là, sur la province Nord. Pareil, 7 femmes, parce que c'était essentiellement des femmes qui étaient présentes, avec tous des beaux projets et des projets réalisables, mais toujours avec ce côté, avec 2 gros projets sur la partie palabre à travailler. Donc, ce que M. Woya disait, donc, on est sur des projets sur le foncier où là, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'on va aller toucher encore plus quand tu es une femme. Et puis que souvent, tu n'es pas mariée ou tu es juste en concubinage ou tu n'es peut-être pas de là-bas parce que tu vois, ça, c'est melting pot parce qu'on a des gens d'ailleurs, à cause ou avec le nickel. On a beaucoup d'autres gens d'ailleurs, polynésiens, des autres communes. Et là encore, on se rend compte que, oui, on a ces travaux-là à effectuer avec elle, parce qu'il y a tout un travail de fond, mais que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Quand les gens se lèvent, quand les gens ont envie, la motivation, elle reste quand même le moteur pour chacun. Ce que Roitienne a dit, ce que Claire, c'est que la motivation, c'est nous d'abord, toi, en tant qu'homme, en tant que femme, avec un grand H, un grand F, parce que c'est toi qui portes ton projet, c'est pas les autres qui vont le porter pour toi. Mais tous nos aspects coutumiers, les aspects administratifs. Après, voilà, je disais tout à l'heure, on rigole un peu parce qu'il y a ce qui est écrit et puis il y a ce qui se passe en réalité. Et là encore, on est confronté souvent à des réalités qui peuvent décourager.
qui peuvent décourager beaucoup de personnes, se découragent surtout quand on parle de foncier sur terre coutumière, parce que chacun a une histoire qui n'est pas forcément alignée avec les gens de l'endroit ou les espaces sur lesquels on vit. Mais sur le droit coutumier, c'est là où moi ça m'interpelle, parce que je disais à Claire tout à l'heure, en fait, j'ai envie de dire l'avantage qu'on peut avoir, c'est que sur un acte écrit, quand tu vas voir un notaire, tu payes. Et tu ne payes pas à 10 000 francs l'heure. Tu payes ça 50 000 francs en montant l'heure. Nous, en fait, avec les OPC, et c'est l'avantage qu'on peut avoir pour verrouiller, on va dire, juridiquement, certaines choses qu'on peut avoir sur terre coutumière, en fait, c'est de l'écrire. Parce que quand tu l'écris, donc ton acte, il vaut. Il n'est pas juste sur du papier. Et là aussi, c'est un aspect important sur certains projets qu'on accompagne, soit tout ce qui est ferme photovoltaïque ou autre. En fait, l'aspect, on va dire, avantageux pour nous, statut particulier, c'est que ton acte, tu ne payes pas 500 000 francs, quoi, avec tout ce qui va avec. Donc ça aussi, ça peut être des choses, alors je disais qu'il y a des avantages sur certains statuts qu'on peut avoir. Il y a aussi des inconvénients, comme je l'évoque là, c'est que quand il y a une mauvaise organisation en interne des chefs de clan ou des chefs, ça peut faire qu'un projet qui est peut-être bien ficelé, qui est, on va dire, go, parce que tu peux y aller, peut prendre plus de temps administrativement et sur la posture palable, la posture, voilà, tout ce qui peut être intégré là-dedans. Mais à mon sens, si tu es bien assise, ton projet il porte, ce que je disais un peu hier en maman, et que tu rayonnes parce que tu vas, on va dire, donner comme énergie, ton projet il va aussi inspirer les autres. Donc c'est un peu ça que je vais terminer dessus. Voilà, ces aspects-là, c'est pas impossible, c'est possible, mais... Et l'autre aspect aussi, peut-être, pardon, que j'ai insisté aussi beaucoup là les derniers temps, c'est qu'il faut créer des groupes comme vous le faites là. Parce qu'on est beaucoup dans l'invisibilité aussi. Quand on veut faire des choses, des fois, il y a des gens, en fait, à côté de nous, ben, tu vas lui poser la question en off, mais en fait, il peut répondre à ta question. Parce qu'on vit, en fait, les mêmes choses en tant qu'entrepreneur. Et en fait, des fois, on ne se rend pas compte que la personne qui est avec toi, ben, parce qu'on a tellement l'habitude de parler du champ, de parler de nos choses habituelles en tribu, qu'en fait, on ne se rend pas compte que la compétence qu'elle est là ou les choses qu'elle a pu vivre peuvent t'apporter aussi. Mais on est toujours dans ce sentiment de peur du regard de l'autre, que l'autre, il y a le jugement. Ça fait partie jusqu'à présent, là, en 2025, on est toujours dans ce même schéma aussi. Hein. Donc voilà, je pense que Clément, il connaît un peu ça aussi sur les personnes qui l'accompagnent, mais on est encore beaucoup dans ça. Donc le fait d'arriver à identifier tes forces, tes faiblesses, identifier où tu peux aller, où tu peux être bon, mais aussi identifier les personnes ressources autour de toi qui peuvent t'accompagner réellement. Donc voilà, c'est un peu sur ça que je vais terminer, moi, c'est que je vous encourage tous. Et puis, c'est pas facile. Après, nous aussi, on laissera nos coordonnées s'il y a des choses à évoquer ou à partager encore avec vous. Donc voilà, merci. Merci, Jacinthe. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions peut-être pour Jacinthe, Claire? Là, il y a une notion très importante, c'est celle de parler de son projet. Il me semble, Julie, que tu accompagnes les élèves en parcours entrepreneuriat, et donc il y en a quelques-uns qui ont déjà des projets. Ah, c'est une classe de BTS. Ah bon, tant pis. C'est pas grave. Est-ce que vous avez déjà voulu peut-être monter une entreprise ou vous dire, tiens, moi j'ai une idée, j'ai envie de voir si ça fonctionne. Je vois que ça sourit là-bas. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de peut-être créer un projet, que ça soit associatif ou autre? Non? Oui? Vas-y, je t'en prie. Oui. Oui. Dans l'immobilier, en terre coutumière. Donc là, tu fais une formation en immobilier, c'est ça? Et donc tu vois une connexion avec potentiellement des projets en terre coutumière. Avec tout ce que tu viens de voir aujourd'hui, ça t'a inspiré?
Super. Ah ben là, tu as toutes les personnes ressources. Donc, je t'invite à rester jusqu'au café. C'est top. Bah écoute, super, très intéressant. Bon, on va poursuivre avec l'application IAI, avec Jana et Tokotoko. Tous les deux. On va faire... Laissez Ghislain un peu introduire l'historique de la boîte. Alors, quand on parle de cadastre, quand on parle de limites, on parle beaucoup de conflits. Là, vous avez l'actualité. Donc, nous, la start-up, on s'est dit qu'on ne sera pas avec un, on ne sera pas avec l'autre. Simplement leur donner la décision. Tout le monde aide à la décision. Donc, c'est comme ça qu'on a sorti cette application pour aider à la décision. Un clan qui a des terres, ben, écoute, tu fais ta délimitation. L'autre qui est contre, tu fais ta délimitation. Lorsqu'il y aura l'intersection, on discutera sur l'intersection. Voilà comment on a amené pour répondre à cette problématique de cadastre et de limite. Parce que là, vous allez faire vos projets, mais vous allez faire sur terre, vous n'allez pas faire sur l'eau. Donc, ça vous oblige maintenant à regarder tous les éléments, les palabres et tout. Et nous, quand on nous a appelés, c'est parce que les palabres n'ont pas réussi. Parce qu'il y a eu des conflits de palabres, il y a eu des conflits par rapport à toutes les démarches administratives. Donc, ensuite, ils nous ont fait appel et dit comment vous voyez ça? On a fait toutes les démarches, on a dépensé de l'argent pour aller voir les tribunaux, on a perdu. La problématique, elle reste de fond. Et une fois qu'une génération y part, l'autre génération qui arrive, là, certaines prennent leur revanche. Hein. Donc, on ressent encore des vieilles histoires. Donc là, nous, on leur a dit, écoute, bon, déjà, on n'est pas du coin, on n'a pas envie de sortir avec un coup de tamioc. Donc voilà comment on va vous proposer. Donc on a eu des débats très durs et très forts. Ben, à Bako, tu parles de Bako, on était avec le GTP Bako. Justement, le GTP Bako, ils avaient déjà revendiqué des terres. Mais c'est resté comme ça en friche. Donc comment maintenant redévelopper? Avec le développement, il venait par rapport à l'entreprise. Donc certains ont dit que les vieux, on vous a donné les terres, mais on ne savait pas l'ampleur de l'investissement et des projets économiques qui allaient être faits. Donc, disons qu'on ne s'est pas armé juridiquement. C'est pas qu'on ne s'est pas armé juridiquement. Les vieux, ils disent, ils donnent avec confiance la terre. Et on vous laisse faire. Donc, ils se sont rendus compte des malversations, voilà, c'est tout ça qui se passe. Donc là, après, on nous appelle la start-up. Donc là, on arrive, bon, comme ce qu'on va proposer. C'est de là qu'on leur a dit, ben, écoute, on va vous faire une application qui fait que vous pouvez, chacun, même chez vous. Alors, vous savez, nous, les Kanaks, on a le champ très, très, très froid. Quand on parle des terres, c'est vite fait, quoi, les conflits. Donc on leur a dit, ben, écoute, on peut faire par interposition, chacun chez à la maison, fait par écran interposé, jusqu'au moment où ils vont trouver un... Puis ensuite de là, ils iront réellement, physiquement, faire le palabre final pour relancer l'existant. Quoi. Parce que la problématique, c'est, comme on s'est dit, c'est comment se réapproprier son histoire par rapport à ce qui est fait. L'histoire déjà de l'endroit, parce qu'il y a un conflit. L'histoire de ce que Waya il rappelait tout à l'heure de l'histoire. Comment se rapproprier sans démentir le passé. Donc voilà, sans démentir le passé, c'est comme ça qu'on va renouveler l'existant. Parce que là, c'est nous qui vivons, c'est pas les autres. Nos vieux sont partis. Comment renouveler l'existant avec maintenant les nouveaux avantages économiques, l'avantage juridique, les nouveaux points juridiques. Là, maintenant, on vous donne des cours pour les investisseurs. Les investisseurs, quand ils vont arriver, ils ne vont pas venir nous voir pour apprendre la culture kanak. Ils vont aller à l'université, ils vont demander à des juristes, c'est comment nous on conçoit la chose. Mais par contre, il faut que ça cadre avec la réalité. Comme ça, après, quand ils viendront investir, comme Bako l'a fait, ben Bako, c'est encore pire. Ils ont fini le développement, l'usine, elle est déjà construite. Et quand vous passez devant l'usine, vous voyez une banderole, revendication de terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a oublié de faire? Tous ces questionnements-là. Et pourtant, les vieux, ils étaient comme vous, dynamiques. Nous, on veut développer, on veut gagner du fric. Mais voilà, il y a aussi les effets induits de l'apport de l'argent. Donc, on était à Bako, on était aussi au district de Tio, avec Borendi et Tio, première fois dans l'histoire qu'ils se sont réunis, parce qu'il y a la fameuse côte oubliée. Donc, il y avait simplement ce besoin de cartographier les emplacements au niveau biodiversité. Donc, cette application permet ça, les zones tabous. Justement, tout à l'heure, je voyais une personne qui faisait du tourisme. On peut envoyer les touristes dans les lieux tabous parce qu'il va disparaître. Hein. Donc, voilà, il a fallu faire une cartographie pour bien situer. Comme ça, il y a un bon cheminement et un bon déroulement. Voilà un peu comment... Et c'est de là que, voilà, avec Janaï, on a sorti cette start-up et dit, ben, écoute, on ne va pas rentrer dans les conflits, mais par contre, on va faire une photographie véridique et authentique pour qu'on puisse mettre ces applications en marche. Il y a l'application Easir. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un parler de ça. Easir, on l'est déjà, il est déjà en circuit. Enfin, voilà dans quel contexte la start-up, nous, on est arrivé. On est parti aussi aux îles. Il ne faut pas croire, aux îles, c'est pareil. Hein. Il y a des conflits là-bas.
Bon, ça a l'air d'être calme, c'est beau, c'est joli. Mais voilà, le conflit est là. Sauf que nous, on a une certaine retenue quand il faut régler la problématique. Ensuite, on le règle. Mais ici, en Grande Terre, on tape d'abord, on discute après. Enfin, voilà, ça, c'est les remarques, c'est tous les réunions qu'on fait. Donc, nous, nos réunions à Bako, par exemple, on est parti à 6 heures, on a fini à 2 heures du matin. Parce que, par contre, ce n'est pas des problèmes qui ne nous appartiennent pas, mais on a quand même besoin de savoir. Parce qu'il faut expertiser le terrain pour pouvoir bien régler toute la machinerie numérique derrière. Pour ne pas qu'on tape sur à côté, pour qu'on ramasse un coup de tamieux aussi. Parce qu'après, on nous rappelle. Hein. Donc, on était sur Wegwa aussi, pareil, Wegwa. Donc là, on ressort l'histoire politico-religieuse, il y a l'histoire politico-syndicale, il y a l'histoire des mines là sur Yaté. On nous a appelé aussi à Yaté pour regarder le conflit qu'il y a eu. On nous dit on n'est pas dans le conflit, mais par contre, on va vous donner la cartographie des conflits. Comme ça, c'est une aide à la décision. Là, on a un peu comment on a positionné les choses. Voilà, merci. Moi, je voulais savoir, du coup, comment elle a dit que c'était des discussions où les personnes allaient rentrer au fur et à mesure. Est-ce qu'elles les estimaient être leur délimitation de leur terrain? C'est bien ça? Et après, est-ce que vous faites, pour après trancher, s'il n'y a pas d'accord, il y a des archives ou des choses où c'est la parole qui est transmise de génération en génération qui permet de savoir quels sont les terrains de chacun, etc. Du coup, ça va prendre. Je vais parler un peu de la partie technique du déroulé du procédé. C'est un peu le modèle que vous avez là, de Drive de Google. En fait, c'est un peu personnel et puis c'est comme un Drive, on va dire une cartographie où chacun peut rentrer de l'information à l'intérieur. Donc, on parlait de palabres, on parlait d'actes juridiques. Donc là, l'idée de l'application, c'est de modéliser déjà ces actes, c'est-à-dire de poser sur une carte des points, des reflétants, et puis d'ajouter des informations sur ces points. Ajouter des informations sur la délimitation en elle-même et sur les points. Donc avec des formulaires peut-être déjà pré-remplis, à partir desquels vous allez pouvoir faire vos demandes de financement ou bien autre, si c'est avec une autre partie administrative. Sinon, en interne, vous imaginez qu'à partir d'une carte personnelle, il y a possibilité, après, comme le Drive de Google, de collaborer. Donc il y a eu un schéma avec une forme de... On voit bien un peu une structure qui se dessine autour de la grande chefferie. Donc on collabore déjà, enfin il y a possibilité de donner procuration à une personne de confiance, à la famille. Et à un moment donné, quand elle vous aide, ça c'est la deuxième application, à poser les points. Peut-être il y a une modification de certains points, de certaines histoires. Donc ça va faire le registre avec des personnes de confiance au lieu de donner procuration à d'autres. Donc ça vous crée parfois des zones consensuelles. Donc chacun a posé les délimitations et de ces délimitations-là, il y a plusieurs couches. Et donc de ces couches-là, il y a une zone commune. Donc vous êtes déjà d'accord à l'intérieur, dans le premier cercle, que cet endroit-là, on parle de ci, de ça, avec des informations. Et au fur et à mesure, on donne procuration à la DGRAC, aux institutions, à d'autres autorités, mais pas que locales, peut-être régionales, pour aller chercher des fonds. Vous avez la possibilité de sécuriser le foncier. Et donc la procuration, elle est importante dans le sens où il manquait tout à l'heure les registres. Donc l'importance des registres, donner procuration à une institution qui a déjà les registres, c'est de valider en fait l'autorité. Une autorité, c'est d'intégrer à l'intérieur une autorité qui est peut-être déjà intégrée, de dire ok, moi j'aimerais bien donner procuration pour valider cette information. Mais avant de rentrer en fait dans la validation finale, il faut passer par le palabre. Donc c'est toujours on garde ce concept-là. Il est important parce que ça oblige les gens à communiquer vraiment, en fait, à se mettre d'accord parce qu'ils sont ensemble. Et donc, c'est le seul moyen dans toutes les organisations sociales du monde. C'est pratiquement l'un des seuls moyens de pouvoir sortir des modèles d'IA. C'est un peu paradoxal avec ce qu'on fait, mais c'est le principe parce qu'on donne la parole et puis du jour au lendemain, on s'est dit, OK, on va peut-être partir comme ça. C'est moins strict, c'est plus souple. Des fois, c'est trop souple. Mais on impose à un moment donné la réunion des personnes pour être sûr. Et puis après, de cette réunion, il y a un service derrière qui peut retranscrire cette information. Et cette information, il y a possibilité de l'intégrer dans votre fameux drive, une forme de drive de la cartographie, quoi. Voilà un peu le processus de validation. Merci, Janaï, pour les précisions techniques.
Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que cette application-là, elle va produire en fait des documents, une cartographie du foncier coutumier qui va nous permettre en fait comme une aide à la décision. Donc, une fois que toutes les autorités, les personnes concernées par le foncier ont fait ce bornage-là, ça permet de dire bon ok, la surface elle est là. Le clan qui est à côté a fait son bornage aussi. Ah tiens, il y a des zones de chevauchement, il y a des zones de croisement. On n'est pas d'accord sur cette limite-là. Ça permet en fait de mettre sur une carte concrètement la zone où potentiellement il peut y avoir un conflit, mais toi tu appelles une zone consensuelle. Et ça permet d'identifier comme ça des espaces où on n'est pas ok, on n'est pas sûr de la limite. Et donc, c'est vraiment en fait une application qui répond à la problématique de la délimitation du foncier coutumier. Est-ce que j'ai à peu près bien résumé ? Oui, c'est ça. Juste sur la partie consensuelle, c'est une partie qui... Vous êtes d'accord en fait avec les personnes de confiance, avec la famille, et il y a possibilité après derrière qu'avec le limitrophe, celui qui est proche, il y a des zones de chevauchement. Donc, il y a une fonctionnalité à l'intérieur où vous voyez en temps réel, si vous partagez vos informations, les zones de chevauchement, vos zones de chevauchement avec la personne voisine, par exemple. Mais bon, après, il y a une procédure et puis des strates derrière pour gérer cette zone de chevauchement. Il y a dans certains endroits, par exemple, à Marais, ils ont mis une école au milieu pour que les enfants, après, derrière, quand ils grandissent ensemble, il y a cette... il y a une relationnelle après qui s'installe et puis c'est beaucoup plus facile plus tard. Donc après la zone de chevauchement, obligatoirement, il y a une procuration qui peut être donnée aussi sur la zone de chevauchement, c'est-à-dire voir avec des experts en médiation, voir avec d'autres personnes, peut-être qu'ils ont une autre vision de l'aménagement, parce qu'à un moment donné, il faut regarder aussi la topographie, la géomorphologie, l'eau, etc., pour dire, ok, il y a possibilité peut-être de faire ça. Et donc là aussi, dans l'application, il y a des modèles qui permettent de décrire l'environnement et puis peut-être de produire. Si certains ont déjà commencé des filières agricoles, on est en partenariat aussi avec l'association N4 qui produit le cacao. Vous avez dû voir le cacao passer dans Facebook. Et donc là, c'est pareil, il y a des espaces à intérêt économique. Et on valide d'abord les espaces, on va dire, comme on en parlait, les espaces culturels, les aires, etc. Et puis ensuite, à l'intérieur, l'usage économique qu'on en fait, il y a beaucoup de difficultés derrière. Mais il faut toujours savoir qu'il y a des organisations qui existent et puis qui peuvent répondre. Là, c'est des outils d'aide à la décision pour créer des dossiers, pour avoir au moins des supports pour discuter. Et puis à partir de là, les langues, après, c'était nous. Et puis il y a possibilité de discuter sur ces espaces. Super. Une super application qui sort normalement au mois de novembre. Oui, voilà. Fin novembre. Il y a toute la partie pour enregistrement qui va sortir fin novembre, prendre de drive, et puis la partie procuration, elle est déjà faite, mais on va juste la finir un peu pour peut-être avec les instances du pays. Je vais parler d'institutions, mais c'est encore en état d'instance. Il n'y a pas de reconnaissance. Là, il faut qu'on passe un peu en état d'institution sur certaines structures déjà assez autres. Super. Merci beaucoup, Janaï. Il y a aussi un truc important à rajouter, c'est quand on fait une maison, on a besoin d'un plan. C'est où ça va être les chambres et tout. Le cadastre, c'est ça le cadastre. Comme ça, on fait bien passer les routes, on organise bien. Et là, on revient maintenant au PUD. Parce que le PUD, comme je disais là à Thio, quand on vote, tout le monde va voter. Mais quand il faut faire le PUD, ça s'arrête à la commune, quoi. Voilà. Donc du coup, ça a été une aussi des conditions pour qu'on nous a appelés. À Thio, petite anecdote, à Thio nous a appelés pour aller chercher tous les vieux compteurs qui traînent dans les brousseaux. Parce que Thio, ça a été une ville commune très développée. Donc il y a plein de compteurs qui restent encore dans les... Donc ça nous a fait paru bizarre, mais voilà. Merci. Oui, Claire, c'est ça. Tu voulais répondre à une question. Nao, tu peux rappeler ta question. Parce que Naomi, dans ce qu'elle disait, mais je pense qu'il y avait deux sens. Il y avait la partie technique. Ouais, moi c'est vraiment la partie plutôt transmission. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, sur Marais, etc. Comment les gens savent quel terrain et où va mon terrain et voilà, est-ce que c'est du commun accord et de la bonne intelligence, est-ce que du coup c'est de génération en génération qu'on transmet l'information ou est-ce qu'il y a des documents qui existent? Merci pour la question, super intéressante. Alors donc du coup par rapport au schéma, je vais répondre à ta question, j'ai pas oublié, par rapport au schéma que j'ai indiqué tout à l'heure, donc vous placez ce que vient de dire Madame Janaï avant le palabre, hein, puisque après le palabre, ce sont les autorités coutumières inscrites sur un registre dont Lucie vous a parlé, sur le registre des autorités coutumières, comme au sein de chaque conseil coutumier.
Voilà. Donc c'est ça qui est important. C'est la validation de ce que fait après Janaï. Donc ça, c'est en amont. Juste un témoignage, et je réponds à ta question. Moi, j'ai été élevé par mes grands-parents et il se trouve que mon grand-père avait une connaissance foncière, en tout cas dans notre district à nous. À Marais, vous avez 8 districts. Le mien, c'est le district de Guama. Et à cette époque-là, c'était encore le grand chef Nidoïch, qui est décédé maintenant, qui était en cours d'intronisation, donc il n'avait pas encore la connaissance foncière. Et nous, et je regarde aussi Joël, je ne sais pas si c'est comme ça, Jean-Paul, pardon, à OVA, mais nous, par exemple, quand vous venez et vous débroussez un endroit et que le lendemain, vous arrivez et on a coupé les branches, ben, ça veut dire qu'il y a une contestation. Donc ça veut dire que vous ne devez pas poursuivre. Donc on va aller voir le grand chef. Et le grand chef, à l'époque, comme il savait que mon grand-père avait la connaissance foncière, donc il réunissait tous les gens de l'endroit et mon grand-père avait la connaissance. C'est-à-dire qu'il disait, ben, ce terrain-là, ça appartient à tel clan. Mais à l'époque, c'est vrai que, et c'est ça que je veux dire aussi, à l'époque, il n'y avait pas de ce que disait Claire tout à l'heure, les valeurs vénales ne venaient pas supplanter encore. Il y avait encore une concordance. Donc ça veut dire que quand l'autorité coutumière dit ben, effectivement c'est comme ça, c'est tout. Aujourd'hui, comme maintenant les valeurs vénales prennent le pas sur les valeurs coutumières, donc parfois il y a des conflits, mais c'est des conflits qui relèvent de cet ordre-là. Voilà. Et par rapport à ta question, je sais qu'à l'époque, eh bien, quand les choses sont dites après, que ce foncier-là, il y a un registre. Il y a un registre au niveau de la grande chefferie pour délimiter ce foncier-là. Voilà. Mais nous, les encouragements qu'on donne, je sais que quand on était à la OVA, il y avait une dame qui est venue nous voir en disant, ben moi, une dame ou un monsieur, je ne sais plus, mais en tout cas, il disait comme ça, ben moi, j'ai tant de fils, et ce que j'ai fait, ben j'ai partagé mon foncier. Voilà. Et ce qu'on lui a dit, c'est bien de faire un acte coutumier. Comme ça, c'est écrit. Parce que là, peut-être que tes enfants, aujourd'hui, s'entendent. Mais plus tard, c'est pas sûr que... plus tard, au moins, même si ça doit aller au tribunal, au moins le juge dira, tiens, mais il y a un acte coutumier qui a bien délimité. Effectivement, il y a un conflit, mais ce foncier-là appartient. Donc voilà. Donc c'est pour ça que les actes coutumiers servent à ça. J'ajoute une dernière chose, parce que dans la salle, il n'y a pas que des Kanaks. Quand on vous parle de terre coutumière, les projets qui concernent les gens qui ne sont pas Kanaks, vous pouvez aussi avoir des projets sur terre coutumière. Hein. Il faut simplement suivre la procédure, mais vous avez plein de projets. Tout à l'heure, on parlait de la zone VKP à Gatop. Eh bien, les entreprises qui sont là-haut, ce n'est pas que des entreprises Kanaks. Et même la plupart des entreprises, c'est des entreprises qui appartiennent à des non-Kanaks. Mais ils sont passés par le palabre. Voilà. Donc, ils ont été voir, ils ont suivi la procédure qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc, voilà. Ils ont également des bails qui signent, ce que vient de dire M. Waya. Donc, la contrepartie, c'est un loyer pas excessif, de l'ordre de 20 à 30 000 francs, mais on est sur des bails de 25 ans, 30 ans. Sur terre coutumière, notamment GDPL. En contrepartie, par contre, la personne, je donne un exemple, elle a une exploitation de 3000 plants de vanille sur Point-Bout, donc elle n'est pas d'origine kanak, mais pendant 25 ans, elle va payer son loyer et derrière ça, elle va développer la zone. Elle laisse telle qu'elle. Ça fait partie du bail. Voilà, mais ça existe, on a beaucoup de documents qui sont existants. Et après, il y a aussi quelque chose par rapport au nom. Oui, c'est par la transmission, c'est par cette notion de légitimité. Donc, on va parler du sang. Hein, mais après, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Là, je parlais vraiment pour l'air, pour chez nous, à Wailou. Quand on faisait une revendication à un certain moment, foncière, c'était un ensemble de personnes. Pour rejoindre ce que M. Waya dit, aujourd'hui, c'est beaucoup de revendications où c'est une seule famille. Du coup, je reviens à ce que je disais aussi tout à l'heure. Il y a des entreprises, c'est pas l'important, c'est pas le coût qu'on va générer en chiffre d'affaires, c'est l'équilibre. Une entreprise, quand vous créez une entreprise, faut penser pérenne et durabilité. Durabilité, c'est minimum 50 ans. Les Néo-Zélandais, ils pensent 400 ans pour leurs entreprises. Là, on est dans c'est ça, la durabilité, la pérennité des entreprises.
un GDPL. Alors, on peut accompagner un entrepreneur seul, on peut accompagner un ensemble de personnes, on peut accompagner un GDPL. Une ferme photovoltaïque sur terre coutumière, c'est 120 millions sur 20 ans. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 120 millions? Ça va être le porteur pour développer les autres filières de l'autosuffisance. Parce que l'autosuffisance, c'est pas que alimentaire. Hein. Il y a l'habitat dedans, il y a tout ce qui est notamment l'artisanat. C'est l'autosuffisance, elle est partout. La santé, c'est aussi une autosuffisance. Du coup, le développement sur terre coutumière, quand il est bien travaillé, donc pour répondre en partie à ta question, Naomi, ça demande beaucoup, beaucoup de médiation. Et pour faire de la médiation, il ne faut pas d'ego. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait travaillé nos blessures. Et il faut aussi que je travaille sur mon attente sur le résultat. Si je vais voir quelqu'un en ayant en tête déjà quelque chose que je veux et que c'est pas ça, du coup, forcément, je vais être frustrée. Et c'est rigolo, en gestion de conflit, on me dit toujours sur terre coutumière, oui, mais c'est l'autre. J'ai dit, alors en général, quand il y a un conflit, il y a minimum 2. Sinon, c'est de la bipolarité ou de la schizophrénie. Hein. Donc, on ne peut pas être en conflit tout seul. Hein. Du coup, il faut que l'un entende, j'ai ma part de responsabilité. Et nous, on a un gros travail. Quand je dis on a un gros travail, je vais partager avec vous une image. Moi, je vais m'arrêter là, je vais laisser mes collègues. Aujourd'hui, on s'abrite sous des arbres que nos vieux ont plantés. Nous avons la responsabilité d'enraciner, de planter des arbres plus forts. Mais pour faire quoi ces arbres-là? Pour aller chercher nos vieux, nous et nos enfants, sous lesquels on va aller s'abriter sous ces arbres. Alors quand je vous dis ça, ça veut dire tellement de choses. Oui, ok, je veux bien planter des arbres, mais je fais quoi? Ben vous y êtes. C'est déjà un travail de tous les jours. C'est déjà de travailler votre projet, d'aller vers les autres et partager la richesse. Puis l'argent, il ne faut pas avoir peur d'en parler parce qu'on en a besoin, on ne va pas se mentir. Hein. L'argent, c'est nécessaire, c'est utile, mais c'est comment on l'utilise. Si je le veux pour moi tout seul et puis avoir du pouvoir et de l'argent, ça ne fonctionne pas où il y a la communauté. C'est la première erreur qu'on fait quand on travaille en terre coutumière. Mais c'est possible. Du coup, là, moi, j'invite les gens à créer votre entité, votre entreprise en dehors. Et vous avez la flexibilité et la souplesse. Mais c'est possible. Hein. Mais à un moment, voilà, faut pas se perdre avec qui on est. Voilà. C'est ça, c'est mon mot de la fin. Merci, Claire. Moi, je voulais juste aussi rajouter, tout à l'heure, on évoque beaucoup la partie projet. Moi, dans ma mission principale au niveau de ce que je fais depuis de l'accompagnement, c'est que ce qui est surtout important, et ce que Claire a évoqué, c'est la vision que tu donnes. C'est que monter le projet, c'est vrai, c'est dur, c'est compliqué au départ, mais c'est pas le plus dur. Hein. Le plus dur, c'est de rester compétitif, c'est de rester avec ta vision, de toujours développer ta vision, de toujours aussi partager ce que tu peux partager avec les autres. Et rester dans ce qu'on disait aussi, ce qui est important, c'est que on reste sous le chapeau entrepreneuriat, donc on reste sous le chapeau business. Tu fais du business quand même. Faut pas oublier cette notion-là. Parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs chez nous, et nous, on le voit avec ma collègue qui est là dans la salle, c'est qu'on a eu beaucoup de collègues, de clients qui sont venus au départ chez nous, parce que les mecs sont perdus à un moment donné. Quand tout va bien, quand ça coulait à flot, l'argent, moi je parle pour nous, parce qu'on est sur les communes minières, là, tu t'es bien, vas-y, tu envoies, tu payes, il n'y a pas de facture, les mecs ils font des bilans, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de... Quand ils viennent te voir, ah ben voilà, j'ai mes contrats de CAFAT, ok, combien? Voilà, on regarde, ok, sont les factures? Ben il n'y a pas, j'ai laissé là-bas, oui, ben non, parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est tout ça aussi. Si tu n'es pas un minimum organisé, si tu n'es pas un minimum conscient que tu crées de la richesse, parce que tu crées de la richesse, hein, mais que toi aussi, dans l'autre sens, tu dois payer là-bas. Parce que c'est pas tout beau, tout ça. C'est qu'autour de ça, on a aussi le contour administratif, tout ce qui nous impose, que peut-être on n'est peut-être pas d'accord avec, hein, mais que quand tu mets le pied dedans, t'es dedans. T'es pas à côté. Le système, il est quand même comme ça. Et il est pour tout le monde. Tu sois blanc, jaune, vert, ce que tu veux. Tu fais partie de ça. Et ça, c'est important parce que là encore, on l'a rappelé avec tous ceux qu'on a accompagnés encore là. Ben, si tu fais pas le minimum, parce que tu es quand même multitâche, hein. Au départ, quand tu vas commencer, tu es peut-être tout seul aussi dans le bateau. Donc, tu dois être la secrétaire, tu dois répondre au téléphone, tu dois faire les devis, tu dois savoir combien ton client là-bas, ou ton, entre guillemets, concurrent, il fait. Ça aussi, c'est toi qui dois développer. Donc, je disais tout à l'heure, nous, on insiste beaucoup sur la compétence. La compétence, c'est le mot-clé aussi pour nous.
toujours se former, toujours rester à l'écoute de ce qui se passe autour, toujours avoir une veille. Là, on parle de... Tout à l'heure, on écoutait parce que moi, je pensais qu'il n'y avait plus de fonds de garantie. Bon, donc, déjà RAC, il faut qu'on retourne voir ça parce qu'il y a encore de la fonds de garantie. Moi, je pensais que ça n'existait plus à un moment parce qu'on n'en parlait plus. Ou parce que c'était souvent utilisé pour l'habitat et très peu pour les projets. Ça aussi. Donc, c'est important d'avoir une bonne veille, rester connecté parce que tout le monde est connecté. Là, même que tu es là ou que tu es au fin fond de la chaîne, le mec il est connecté. Hein. Ça, c'est la réalité aussi. Donc, c'est important d'avoir toujours cette veille-là et de se mettre à l'esprit que voilà, la vision, tu ne la poses pas que maintenant. La vision, il faut la porter sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans. C'est le minimum, 50 ans. C'était dit avec l'air. Même nous, perso, on ne va pas travailler jusqu'à 70 ans comme on fait là. Hein. On a dit peut-être jusqu'à 50 ans ou 55 ans, puis après, nous, on s'arrête aussi. Parce qu'il faut passer le flambeau. Et pour passer le flambeau, il faut des gens éveillés, il faut des gens conscients, il faut des gens qui soient aussi alignés. Tout à l'heure, je disais beaucoup, nous, on est beaucoup sur ce que tu vas rayonner, toi, tu vas le donner aux autres. Parce que c'est ça qui est important. Et surtout, là, dans la partie coutumière aussi, c'est que il faut être aligné avec tout ça aussi. Il ne faut pas toujours être en contradiction ou dire que ça ne marche pas. Mais peut-être le mot de la fin, pour moi, c'est que sur ta coutumière, ça peut marcher, mais il faut allier tout ça, là. Il faut allier les demandes, il faut allier aussi toute ta compétence que tu mets là dans ton projet, et il faut allier aussi toute la force que tu peux avoir comme réseau autour de toi. Parce que c'est lui qui te donne aussi la force. Bon, après, on fait avec ceux qui sont bienvenus avec dans le bateau, parce que tu as aussi les choses que tu dois éliminer. Et ça aussi, il faut être clair avec ça. Parce que des fois, on a peur de dire, mais j'ai pas envie, parce que l'autre, peut-être, il pense pas bien ou il pense pas beau. Mais ça, il faut être clair aussi avec. Quand tu vois que les gens sont toxiques, il faut virer. Il ne faut pas attendre que ça te bouffe jusqu'à que toi aussi, tu ne sais plus où tu en es, quoi. Donc ça, c'est important. Et peut-être aussi le mot de la fin, c'est que le droit coutumier, ce qui est important à retenir, c'est qu'on a aujourd'hui des avantages avec ça, que peut-être on n'est pas assez, c'est pas assez aussi mis en lumière. Donc nous aussi, on insiste beaucoup avec les gens qu'on accompagne, autant sur les successions quand il y a des problèmes de succession pour les personnes qui ont des entreprises, parce que c'est bloquant. Donc ça aussi, il faut aussi être garant là-dessus. Et puis moi, je dirais avec IAI, ce qui est important pour nous, qu'on a commencé à, nous aussi dans la démarche, parce qu'on se connaît depuis un petit moment, c'est que eux, c'est aussi une aide, on va dire, parce qu'on a beaucoup de conflits, encore plus, nous, la Grande Terre, surtout ce qui est délimitation de terre. Et ça peut que être bénéfique pour nous. Donc, dans l'accompagnement de ce qu'ils font, nous, on les encourage beaucoup aussi. Et je pense que c'est là, pour moi, où, si on arrive à allier les deux, voilà, c'est ce que je dis, c'est que si on arrive à allier le droit coutumier, ce que nous, on fait dans notre quotidien avec Claire, et ben, ce que vous portez aussi. Ici, quand vous êtes assis dans la salle, il y a un message qui est fort. Donc, moi, je vous encourage encore toutes et tous. Et puis, je vous remercie encore pour le moment. Allez, merci. Tu veux poser ta question quand même? Vas-y. Il faut profiter. Ouais. Moi, c'est justement parce que j'accompagne aussi justement des entrepreneuses. Et du coup, je voudrais savoir justement comment ça se passe quand on parle de succession du coup d'homme à homme. Comment ça se passe pour elles quand elles veulent justement avoir un projet sur terre coutumière. Est-ce que du coup c'est pareil, on passe par un acte, etc. pour que elles apparaissent quand même quelque part pour dire que c'est elles quand même qui exploitent, etc. Ou pas. Enfin voilà, je veux juste savoir comment ça se passait pour les entrepreneurs féminines. Et quand on parle de projet, c'est pas un projet masculin, c'est aussi des projets au féminin. Et Larissa, elle est venue nous voir, donc on lui a expliqué la procédure. Donc c'est pareil que pour les hommes, c'est pareil. Donc ça veut dire que dans l'acte coutumier, alors juste pour expliquer rapidement, ce qu'on lui a dit à Larissa, comme ça je partage à tout le monde, et ça vaut pour les Kanaks et les non-Kanaks, hein, c'est ce que je dis tout à l'heure. Ceux qui ne sont pas Kanaks, il ne faut pas croire que les terres coutumières vous excluent, pas du tout. Au contraire, c'est aussi un encouragement à investir sur les terres coutumières. Ce qu'on lui a dit, c'est qu'il y a d'abord au niveau de la famille. Il se trouve que son papa, c'est un de mes amis, donc c'est au niveau de la famille. Après, il y a le clan. Voilà, parce qu'il y a la signature du chef de clan. Voilà. C'est pour ça que le palabre, tout à l'heure, on disait comme ça que le palabre, c'est hors OPC. L'OPC, il n'intervient pas dans le palabre. Il va venir juste,
une fois que le palabre s'est tenu avec l'autorité coutumière. Donc ça, avec son papa, ils savent c'est qui les autorités coutumières dont ils dépendent. Une fois que le palabre donc s'est tenu, donc une décision coutumière en découle. Donc ça veut dire que la décision coutumière, c'est pour dire ben nous on est d'accord sur le projet, sur le foncier concerné, voilà. Et après une fois que c'est fait, après ils viennent voir l'OPC. Donc l'OPC, il y a un OPC qui est affecté dans l'RIAI, donc il a un bureau là-bas. Vient voir donc pour établir ensuite l'acte coutumier. Voilà. Et l'acte coutumier, ça sera l'acte coutumier de mise à disposition du foncier du clan ou de la famille à Larissa. Donc ça, c'est inscrit dans l'acte coutumier. Voilà. Comme ça, par exemple, puisque je fais un lien avec ce que dit Jacinthe, si par exemple après, et ça c'est ce qu'on lui a expliqué aussi, il a son projet, il a la nécessité d'obtenir un crédit, il va à la banque dit, ben, ok, nous, la banque, nous on a besoin du soutien du fonds de garantie. Comme ça, si un jour Larissa ou d'autres porteurs de projets, ils sont plus à même ils deviennent insolvables, eh bien, c'est le fonds de garantie qui vient payer. C'est pour ça que Lucie, tout à l'heure, a dit que nous, on n'est pas une banque. Mais c'est vrai qu'in fine, on peut devenir une banque, puisque c'est nous qui remboursons à la place du porteur de projet. Enfin, il y a toute une procédure, mais en tout cas, le fonds de garantie, il est là pour ça. Voilà. Et juste un mot sur le fonds de garantie qui existe toujours, et donc je rassure Jacinthe. C'est un fonds de garantie qui est alimenté par les fonds provinciaux. Pour le moment, la province n'en a pas donné. Pour le moment, c'est des financements du gouvernement et de l'État. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas mais ça c'est avec la banque, c'est-à-dire que vous, si vous voulez des informations sur le fonds de garantie, vous venez nous voir, ou plutôt ma collègue Lucie. Mais ça c'est la décision de la banque, parce que il y a plein de porteurs de projets qui ont des crédits et dans la banque estime qu'il n'y a pas nécessité d'aller voir le fonds de garantie. Voilà. Mais ça, c'est la banque qui décide. Et donc, une fois que... j'avais autre chose que je voulais dire, et ça, je finirai par là, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Par rapport au PUD, puisque je l'avais évoqué, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous allez sur une carte, eh bien, vous voyez que les terres coutumières, c'est une zone grise au sein des PUD des communes. Et nous, par exemple, on a un projet, donc c'est encore à l'état de projet, et ça, c'était le président Mapou à l'époque qui avait mis en place ça, et on attend de travailler sur un droit de l'urbanisme en terres coutumières, pour que justement les terres coutumières ne figurent plus dans des zones grises. Voilà. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, et ça je rejoins ce que dit Claire, c'est que les terres coutumières, c'est avant tout des terres identitaires, avant d'être une terre commerciale. Mais l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Donc c'est pour ça que la partie identitaire, et ça je renvoie peut-être dans vos cours, si vous connaissez un philosophe qui s'appelle Heidegger, il a défini habiter, le mot habiter. Habiter, c'est pas habiter un appartement. Chez nous, et ça c'est dans la pensée kanak, habiter, c'est habiter la mémoire de la terre. Voilà. C'est ça le sens profond d'habiter. Voilà, donc c'est ça. C'est pour ça que tous ceux qui habitent ce pays, ben normalement, ils devraient savoir qu'habiter, c'est ça. Voilà. Et peut-être que si on avait conscience de ça, on aurait peut-être aussi moins de problèmes sur cette notion du mot habiter. Et je pense que j'avais une dernière chose que je voulais vous dire, et ça c'est pour encourager mon copain Clément, c'est que c'est vrai que dans vos projets, eh bien, il faut apprendre à vous exprimer, à parler. D'accord ? Donc pour ça, n'allez pas voir le PC, mais allez voir mon copain Clément. Voilà, merci. Bon. Il y a une question au fond ? On approche la fin, on va prendre la dernière question avant de conclure et passer au café. Plusieurs questions ? Est-ce qu'on peut mixer plusieurs questions en une ? C'est plus déjà pour l'IA et... Bonjour, j'ai plutôt 3 questions. 2 questions pour IAI. Parler tout à l'heure des blockchains, en savoir un peu plus sur ça, et aussi vos leviers de financement en tant que start-up en Calédonie. C'est les 2 premières questions, et la 3e, c'est plus pour... d'un point de vue juridique, la notion de société communautaire, quels sont les critères selon vous, M. Waya,
Et pour vous, vous tous, d'un point de vue personnel, comment vous la définiriez, cette notion-là? Merci. Pour la partie financement, on a défini un business model dans l'entreprise à 10 000 francs l'année. On a fait une forme d'étude de marché pour savoir à peu près combien de personnes pourraient utiliser ça par tribu. Pour aller rechercher des fonds et puis constituer toute la partie administrative, il y a eu un accompagnement de l'incubateur, la Décale. Donc on était incubé à la station N, c'est la structure qui est juste au port. À l'intérieur, il y a des bureaux, il y a l'accès Internet, et puis il y a des salles de réunion, et puis quelques outils informatiques pour pouvoir la projeter, et puis dessiner sur les tableaux, etc. Cette incubation-là, elle a amené derrière à se faire du réseau dans certains circuits. On a fait aussi de la pub, parce qu'il y a d'autres circuits administratifs, il y a d'autres fonds de caisse qui sont disponibles, mais qu'on n'entend pas toujours parler au niveau plutôt Europe. Et il y a tous les autres outre-mer qui sont présents, qui sont à côté de ces caisses, et il manque les Calédoniens. Du moins les Kanaks qui en parlent en terre coutumière. À partir de ça, eux, ils se sont constitués, ils ont créé ce qu'on appelle l'innovation outre-mer, ils ont créé un concours, Outre-mer Network, ça réunit tous les innovations des outre-mer, et puis on a été sélectionné à l'intérieur, ce qui nous a permis de rencontrer un investisseur. L'investisseur, il est rentré en participation dans l'entreprise à hauteur de 16%, donc c'est une entreprise martiniquaise. Et il y a eu, à partir de ça, il y a eu la constitution de projets aussi à partir des fonds comme ceux disponibles avec la BPI. Et le problème qu'on rencontre à chaque fois dans les fonds, c'est qu'il faut apporter la moitié. Donc si tu as un projet à 12 millions, il faut que tu ailles chercher 6 millions. Si tu as un projet à 20, il faut que tu ailles chercher 12 et 24 et 12, etc. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des projections, en fait. Un business model où on peut projeter le chiffre d'affaires et puis... finalement, on est arrivé en fait à peu près à récolter ce qu'on pouvait parce qu'il y a eu des bons de commande qui ont été signés déjà avec Point Dimier pour l'inscription de 400 personnes avec, je parlais tout à l'heure d'instances comme le Sénat coutumier et puis les conseils coutumiers. Et puis là aujourd'hui, on passe sur un autre modèle de blockchain parce qu'on arrive sur le modèle blockchain. Juste avant, on était sur des anciens modèles là, avec une centralisation des fonds qui arrivent du Nord. De l'hémisphère nord et puis de toutes ces institutions. Donc là, aujourd'hui, la blockchain, c'est quoi? C'est de permettre l'échange direct avec une autre personne. Et la particularité avec l'appli de préenregistrement, c'est que ça t'intègre sans dire directement. C'est comme Google. Il y a une petite icône sur le côté, en haut. Ça t'authentifie n'importe où. Il y a toutes les applications, d'applications en IA ou n'importe quoi. Vous pouvez vous inscrire à partir de Google. Parce que la difficulté maintenant dans l'IA, c'est que ça génère tellement d'informations, ça peut créer une vidéo de vous et puis que ça raconte de votre foncier, ça peut créer une vidéo de vous ou bien si c'est les enfants, ça peut être aussi dangereux parce que y a une personne qui vient et qui dit je vais te récupérer à telle heure. Bon, ça fait un peu n'importe quoi avec l'information, ça génère beaucoup d'informations. L'enjeu, c'est d'authentifier en fait l'information. Et là, le processus avec Google, c'est qu'il authentifie l'information parce que tu es connecté avec ton compte. Et tout l'enjeu de la blockchain, c'est authentifier et tracer. Donc, quand tu donnes procuration à un moment donné, tu traces une information, tu es authentifié, on sait qu'est-ce que tu as fait à l'intérieur. Pareil pour les images, tu es authentifié, donc tu vas quelqu'un peut générer une image d'IA de toi, mais dans ce qu'on va arriver dans le Web 3, il y a cette connexion, là, cette blockchain, c'est-à-dire cette authentification avant de rentrer dans les réseaux. Avant, il y avait Tetris, après, il y a maintenant, aujourd'hui, c'est dynamique, on a des formulaires, on rentre, on s'inscrit, et puis on passe là, aujourd'hui, sur ces modèles. Et ces modèles, ils permettent de faire des transactions d'une personne à une autre beaucoup plus rapidement que de passer par une instance. Mais après, ils appellent le minage, c'est comment l'information elle est validée. Et comme l'organisation sociale Kanak, il y a déjà une structure de validation interne, donc on modélise le PALA pour pouvoir valider sécuriser le foncier, assurer derrière que les prises de décision elles soient valables, fiables, et pérennes, authentifiées, traçables. Donc en fin de compte, tu t'enregistres et finalement, tu deviens le nœud un peu de cette... parce qu'une blockchain, c'est quoi? C'est des entités qui sont reliées. Et quand tu t'inscris indirectement, tu deviens, en fait, tu fais partie intégrante de ça. Après, dessus, bien sûr, sur la blockchain, c'est juste une bloc d'information reliée à une autre, reliée à une autre, reliée à une autre. C'est comme une délimitation, par exemple, il y a une modification, on peut rajouter une information dessus, une information et tout est chiffré à l'intérieur, tout est traçable, on ne peut pas le casser. Est-ce que dedans, tout est authentifié, sécurisé avec ce modèle-là? Et ça reprend l'organisation sociale Kanak? La sécurisation côté numérique.
Oui. On est parti par tous les systèmes possibles avec une étude de ce qui était faisable. Sauf qu'aujourd'hui, ils avaient le quantique qui va arriver à un moment donné, il va faire sauter tous les mots de passe. Enfin, si ça arrive, si ces serveurs arrivent, donc automatiquement, le palabre, il faut qu'il soit conservé. C'est-à-dire cette capacité-là qu'on a là, enfin, à se réunir et puis à parler, à discuter vraiment des choses, il faut la conserver parce que justement, c'est ce qui casse en fait les modèles d'IA. Oui. C'est obligé d'authentifier. C'est comme le jeu de l'auto. On fait le tirage au sort, il faut la vidéo. Donc on authentifie à l'intérieur l'information et c'est comme ça qu'on authentifie l'information. Donc il y a de véritables enjeux autour de ça. Et la dernière question, c'était au niveau de la notion de société communautaire. Ouais, quelle serait votre définition personnelle? Et on va terminer sur ça. Et ensuite, si vous pouvez conclure avec un petit conseil, un encouragement à tous ceux qui souhaitent entreprendre en terre coutumière, qui ont un projet ou qui potentiellement ont une idée ou qui souhaitent s'y intéresser. Je vais me permettre de répondre en complément de M. Waya sur la partie de la société communautaire. Je vais vous ramener à un article qui est dans la charte du peuple kanak. Le chef de clan est garant de l'épanouissement de son clan. Voilà pour moi la vision de la valeur communautaire. Elle rejoint le schéma qui a été vu. Alors c'est beau, hein, il était très beau, hein, le schéma. Mais en réalité, c'est quoi? En réalité, c'est 5 générations. Rien que là, je pense que vous en avez 2, 3. Il y a nos plus anciens encore. C'est ce travail-là intergénérationnel, de garder les liens. Voilà comment je vois la société communautaire. Et puis je vois je disais tout à l'heure, le terme juste pour moi, c'est un alliage. Hein. C'est une symbiose de demande de 2 systèmes. Un système de développement, hein, pas l'appeler occidental, et un système, une identité culturelle. Voilà pour ma partie. Alors, société communautaire, je pense qu'il y a 2 choses à retenir. Pour la partie kanak, après, je reviendrai après sur la partie relation kanak et non kanak. Chez les kanaks, le kanak, c'est un être en relation. Voilà, c'est-à-dire que et c'est ce que je dis souvent, quand on regarde un kanak, c'est pas un individu, c'est quelqu'un qui appartient à un clan, ce que disait Claire tout à l'heure. Et j'ajoute que sur le plan juridique, le clan, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien le clan, c'est le nom que nous portons n'appartient pas à l'individu, contrairement en Occident, par exemple. Le nom appartient au clan. Donc ça veut dire que, c'est pour dire aussi aux jeunes, et les Kanaks en particulier, ça veut dire que si nous, on salit notre nom, en fait, on salit la communauté, on salit le clan. Voilà. Et tout à l'heure, l'organisation qu'on vous a schématisée, le clan, dans une tribu, on a plusieurs clans avec un chef de clan, et le district fait partie, comme on dit, il y a plusieurs tribus, plusieurs clans, etc. Donc c'est pour ça que il a fallu du temps, mais en tout cas, il a fallu 150 ans pour que c'est un arrêt de la Cour d'appel de 2011 qui a reconnu le clan comme ayant la personnalité morale. Voilà. Et ça, il l'a reconnu parce que ce monsieur-là a lu des livres de Lennart qui a étudié, justement, du côté de Wailou, les relations kanak, etc. Voilà. Et l'autre chose que je veux dire aussi, et ça concerne tout le monde, c'est pas sans lien avec ta question. Il y a un livre qui a été écrit par Louis-José Barbanson avec Wallace Cotra, qui s'appelle « À la recherche du nous ». Voilà. Et le nous, ça existe. Et le nous, c'est pas nous, par exemple, dans ma langue à moi, qui est négoné, il y a 2 mots pour dire nous. Il y a enid c'est nous, là. Vous faites pas partie, c'est exclusif. Mais il y a un autre mot pour dire nous, c'est Edier. Edier, c'est nous tous. Donc ça veut dire que nous, dans nos langues kanak, le nous n'est jamais exclusif. Ça veut dire que les non-kanak, vous faites partie. D'ailleurs, à l'IFU, donc autour de là, il n'y a pas de l'IFU, donc je vais en parler rapidement. À l'IFU, par exemple, un étranger, c'est quelqu'un qu'on accueille.
Voilà, c'est quelqu'un sur lequel, je me rappelle, il y avait une coutume, et à chaque fois quand il y avait un remerciement, comme j'étais l'étranger par rapport à eux, parce que je suis Ndingone, à chaque fois, la coutume, il me donnait. Bon, c'est sûr que ça m'enrichissait, donc c'est pour ça que je suis resté. C'est une plaisanterie. Non, mais c'est pour dire que, et chez nous, c'est ça. Donc voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que l'aspect communautaire, donc quand je parle du nous tout à l'heure, ben, la formation du nous en Calédonie, ça existe sur cette base-là, parce que les Kanaks ont des relations avec des non-Kanaks. Voilà. Je termine un mot, c'est pas la politique au sens politicienne, mais ça veut dire que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est comment on traduit politiquement ce nous social qui existe. Voilà, c'est ça mon mot de la fin. Jacinthe, tu veux rajouter un petit mot avant de clôturer? Pour le nous. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Non, moi je dirais juste, on fait toujours écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on est sur deux niveaux à chaque fois quand on parle d'entrepreneuriat, pour rester dans le cadre de ce qu'on discute ce matin, mais que notre nous, on en parlait encore il n'y a pas très longtemps avec, j'étais à l'assurance parce qu'il faut payer les assurances. La dame, juste l'anecdote, hein, la dame, elle était là il y a 5 ans de ça, elle a vécu ici 2 ans. Elle est revenue après le 13 mai. C'est une Zoraï qui vit en Normandie. Et elle a voulu revenir pour participer, en fait, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'elle avait vu qu'il y avait quand même déjà des inégalités qui existaient. Mais ce que j'ai envie de dire au travers de ça, c'est que, en fait, c'est possible parce que nous, on le vit tous les jours, quoi. Donc, le traduire pour nous, c'est ce qu'on fait quand on accompagne des non-Kanaks, quand on discute de comment on est organisé, parce que c'est aussi nous qui sommes les ambassadeurs de notre vie de tous les jours quand on va partager avec les gens, que ce soit les institutions financières et autres, ou les institutions en titre politique ou autres aussi. Mais c'est aussi le fait que c'est très médiatisé. Et c'est dans la tendance, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas moi qui vous apprends ça, mais c'est que nous, le vivre ensemble, le nous, on le vit, on le conçoit tous les jours, quoi, déjà. Donc, c'est là où notre force, elle est, que des fois, on est peut-être l'histoire du cerveau qu'on raconte un peu souvent, c'est que là, en ce moment, les idées sont un peu brouillées, quoi, parce qu'il y a plein de vecteurs autour qui font que on a du mal aussi à s'identifier, de se voir comme hommes et femmes, parce qu'on est tous des hommes et des femmes avec un grand H. On a tous nos choses à nous, nos prérogatives, de là d'où on vient, mais on le vit déjà depuis très longues années. Donc, je pense que c'est là où l'entrepreneuriat encore plus, parce que quand tu fais tu fais un devis pour un client, tu regardes pas s'il est blanc, il est noir, il est jaune, ou tu fais ton devis et tu vas discuter avec lui aussi de ce qu'il va vouloir pour son entreprise, mais ce qu'il fait aussi, pourquoi les enfants sont malades ou pourquoi il est fatigué. Donc, on le vit déjà tous les jours dans ce qu'on fait. Donc, j'ai envie de dire, le modèle, il est déjà bien ancré en nous, mais c'est l'actualité, les choses autour aussi qui détournent un peu ce qu'on vit actuellement, quoi. Mais franchement, dans la question, merci, parce que c'est aussi des questions qu'il faut se poser, encore plus maintenant, pour aussi éclaircir ce que tu disais tout à l'heure, Joaquin, porter nos projets, c'est aussi porter ce qu'on veut nous partager avec les autres. Donc, c'est aussi ça. Voilà, merci. Merci beaucoup. On peut remercier nos intervenants et tout. Donc, pour rappel, les terres coutumières, donc c'est un cadre culturel et juridique bien particulier et surtout beaucoup avec la dimension humaine et la dimension liée à la nature aussi qui est très importante. Et donc, au niveau des démarches, on le rappelle, il y a le palabre coutumier, c'est-à-dire les discussions avec vos autorités coutumières, les autorités coutumières de l'endroit où vous voulez implanter votre projet. Ensuite, il y a, si je ne me trompe pas, la deuxième étape, c'est quoi? Vous avez déjà oublié? La décision coutumière. Enfin, l'acte coutumier avec l'OPC. C'est bien lisé. Avec l'acte coutumier avec l'OPC. Et il y a différents dispositifs derrière, comme le fonds de garantie. Et donc ça, c'est avec la DGRAC. Et enfin, les financements. Avec les banques. Et l'importance, comme on disait, c'est l'écoute, le respect, l'accompagnement, bien communiquer sur son projet, être bien ancré dans son projet parce que vous êtes le porteur de projet. Et puis voilà. Donc merci beaucoup pour votre attention. Merci aux intervenants qui se sont déplacés de loin et très tôt. Donc on peut les applaudir.
très très fort. Merci Larissa, merci Naomi, merci Alizé, merci à tout le monde ici.